RMC. L'heure est venue de concilier croissance économique et bien-être de la population. 10h, 13h. C'est avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Alain Marchal, Olivier Truchot. Si on ne peut pas faire d'affaires ensemble, on se serre la main et puis voilà. Les grandes gueules. Et si nous, on disait non? Pas de vacances cet été pour les GG. Nous sommes là jusqu'à 13h en direct sur RMC du lundi au vendredi avec aujourd'hui notre commerçante Claire Aupetit. Bonjour Claire. Bonjour tout le monde. Oh là là, la voix au perché aujourd'hui, Claire. Au perché. Oui, Ça commence Tu bien. flûtes. Tu es en forme. Il est en forme, c'est Gilbert Collard, vous l'avez reconnu. Salut Gilbert. Salut, vous allez bien? Et puis Jacques Maillot, le président Maillot est dans les grandes gueules ce matin. Bonjour Jacques. Salut Olivier, bonjour à tous les auditeurs. Maillot pendant le Tour de France, c'est ce qu'il nous fallait, hein. Écoute Gilbert. Que d'humour. Écoute Gilbert, Bernard Tapie est prêt à revenir, à s'impliquer dans des réunions publiques à Marseille pour faire baisser le Front National. Parfait, la morale au service de la lutte contre le Front National. Le Al Capone retour, vient défendre les valeurs. des gants de boxe. Souvenez-vous, les gants de boxe face à Jean-Marie Le Pen, c'était sur un plateau télé il y a quelques années. Bernard Tapie, Jean-Marie Le Pen. Le retour, qu'en pensez-vous? Tiens, à Marseille, appelez-nous au 32-16. Les colonies de vacances désertées car trop chères. Une députée propose de taxer l'hôtellerie de luxe pour financer les colonies de vacances. Oui. Est-ce une bonne idée? Oui, Pourquoi vous désertez les colonies de vacances? Tiens, les parents, appelez les grandes gueules au 32-16. Et puis tout à l'heure, c'est une première. Dans les GG, nous accueillerons Ingrid Betancourt. C'est la première fois qu'elle viendra s'expliquer dans les grandes gueules. L'ex-otage des FARC en Colombie, 5 ans après sa libération. Elle a passé plus de 6 ans en captivité dans la jungle colombienne. Elle vient ici dans les grandes gueules s'expliquer, raconter aussi ce qu'elle fait aujourd'hui. Ingrid Betancourt à partir de 12h30. Mais mes chères grandes gueules, il y a quand même une bonne nouvelle. Et je voulais vous la faire partager ce matin. Tout va bien pour les riches. Les riches n'ont jamais été aussi riches. De toute façon, il y a des différences essentielles entre les riches et les pauvres, hein, c'est normal. Hein. Parce que, par exemple, le riche, quand il perd ses cheveux, il se fait faire des implants. Le pauvre, lui, il s'achète une casquette. Hein. Un premier exemple. Les riches sont des femmes de ménage. Les pauvres les épousent. Quand on est riche, on est bien. Bien dans son corps, on a bon teint. On peut s'économiser, on n'est pas là à transpirer. Quand on est riche, on sent bon. Les 500 plus grandes fortunes professionnelles de France est un classement établi chaque année par le magazine Challenge. Et les 500 premières fortunes de France ne connaissent pas la crise et elles ont même vu leur richesse globale augmenter de près d'un quart en un an. Par exemple, on peut dire aujourd'hui que le montant de ces fortunes s'établit à 330 milliards d'euros et n'a donc jamais été aussi élevé ce montant depuis 1996. La crise est pourtant là, mais pas pour les riches. Alors, Jacques, par exemple, si on regarde le tiercé gagnant de ce classement établi par Challenge, fortune professionnelle, faut bien le préciser. Il faut bien le préciser. En 1, Bernard Arnault, toujours là, le patron d'LVMH. Liliane Bettencourt en 2, l'indétrônable. Gérard Muliez, la famille Auchan en 3. Et dans le top 10, l'apparition de Xavier Niel, les nouvelles technologies, le patron de Frick est 10e. Est-ce que ça vous choque d'apprendre que les riches sont toujours plus riches ou finalement, bravo à eux, bravo, ce sont aussi de belles réussites à la française. Le 32-16 pour intervenir dans les grandes gueules, Claire Aupetit. Bon, non, au départ, on peut que dire bravo. On va quand même pas pleurer et dire que c'est mal. Évidemment que c'est bien. Enfin, les Français, dans leur majorité, se sont appauvris ces dernières années avec la crise. Oui, non, mais au départ, dire que les riches deviennent plus riches, voilà. Après, il va falloir justement, il faudrait détailler les uns et les autres et voir ce qu'ils font de cette richesse et si effectivement les emplois et si les personnes qu'ils emploient sont à la hauteur des espérances, qui est loin de l'être. Moi, ce qui me choque le plus, c'est Auchan, la grande surface et la grande distribution qui a détruit absolument tout le commerce de proximité, dans laquelle nous voyons maintenant les cœurs de ville qui sont tous identiques. Si tu n'es pas franchisé, tu n'as plus rien. Que tu aies d'une ville à une autre, les centres commerciaux qui sont exactement les mêmes. Les agriculteurs qui souffrent également à la suite de la politique des grandes surfaces. Donc là, oui, ça me choque avec des emplois qui sont de plus en plus courts et précaires. Donc il y a deux France. Voilà. Jacques Maillot.
Moi, honnêtement, ça ne me choque pas. Ceci dit, d'abord, honnêtement, faut rendre hommage à Challenge. C'est quand même très très compliqué à faire. Pourquoi c'est compliqué à faire ce classement ? C'est compliqué à faire parce que d'évaluer finalement une fortune professionnelle, d'évaluer une entreprise. Alors très souvent il y a des débats. Donc quand même faut prendre toujours ces chiffres avec prudence. Mais par exemple l'arrivée dans les 10 premiers de Xavier Niel, je trouve ça c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça a été bon pour le consommateur grâce au renforcement de la concurrence et l'arrivée de Free. Faut voir, ça fait vraiment baisser les prix. Et c'est vraiment quelqu'un qui depuis des années a innové. Et d'accord. Mais la question c'est de savoir pourquoi depuis 1996 on n'a jamais eu autant de richesse à la tête de ces fortunes. Ce sont des fortunes qui progressent. Pourquoi ? Mais je vais répondre. Alors que les Français, en même temps, s'appauvrissent. Le luxe est en tête. Le luxe, ça marche à fond. Et c'est faut reconnaître qu'il y a le luxe. On cartonne à fond à l'étranger. Mais pas en France. Mais attends. Jacques, tu es quand même un fin économiste. Tu sais bien que. Je suis pas un fin économiste, mais je sais ce que c'est qu'une entreprise. Voilà, tu en as dirigé une. Tu étais du reste en très bon terme avec Tapi à l'époque, toi. Absolument. On va pas parler de Tapi tout de suite, on en parlera tout à l'heure. Mais il y avait Taubira aussi, on va en parler, il y avait les petites culottes de Madame Guigou, on va en parler. Non, on reste sur les fortunes. Non. Restons sur notre sujet. Oui, les guerres font que les riches sont plus riches. Historiquement, on se rend compte que les grandes épidémies ont permis aux riches d'être encore plus riches. Chaque fois qu'il y a une période de crise, les riches qui profitent de la paupérisation du marché de l'immobilier, du marché général, s'enrichissent. Et c'est là où M. Hollande, vraiment, quand il a dit « je fais la guerre aux riches », s'est foutu de la tête du monde, parce que cette situation de paupérisation ne peut que servir les avantages de ceux qui ont de la fortune. Maintenant que les riches sont encore plus riches, de toute façon, on n'y peut rien. C'est une mécanique économique contre laquelle on peut pas lutter. Sauf si on les impose davantage. Mais oui. Non, mais je pose la question. Mais bien sûr, non, mais on peut. La taxe à 75% qui n'existe toujours pas. On peut imposer à 100%. La France sera vide de toute richesse. Non, on nous a expliqué pendant des années. Excuse-moi, Jacques, on nous a expliqué pendant des années que les riches foutaient le camp, qu'il y avait plus de riches en France, et on s'aperçoit que les riches n'ont jamais été aussi riches. Donc, arrêtons de la pensée unique sur ça. C'est que c'est très difficile de faire ce type d'analyse. Et je ne sais pas quels critères d'examen Challenge a utilisé pour le faire, mais il le faut depuis 96 quand même, faut connaître. Oui, d'accord. Il faut quand même peut-être relativiser. Bon, mais que la crise soit là et que les riches en profitent, c'est une donnée économique que tous les profs de sciences économiques connaissent. Jacques. Tu as répondu par l'impôt. Il faut voir qu'attention, ces activités sont énormément développées à l'international. Il y a le phénomène de la mondialisation. Ils payent une partie des impôts ici et quand même beaucoup d'impôts à l'extérieur où l'imposition n'est pas les mêmes. Autre chose, l'avantage aussi, quand tu as une fortune professionnelle, ils sont exonérés de l'ISF sur cette partie-là. Faut voir que sur ton activité professionnelle, tu payes pas l'ISF. T'en as d'ailleurs beaucoup qui ont eu des fortunes professionnelles qui après réinvestissent dans le vin et réinvestissent dans l'hôtellerie pour être exonérés de l'ISF. Oui. Donc on en trouve dans ce classement. Simplement, excuse-moi, mais j'entends ce discours récurrent. Oui, il y a de moins en moins de riches en France. On peut plus faire fortune en France. C'est très difficile de s'enrichir en France. Mais on ne dit pas qu'il y a de plus en plus de riches dans cette étude. On dit simplement que les riches sont plus riches. Non, mais on te dit que les riches sont plus riches. Mais non, mais attends. Là, tu forces. Mais c'est pas une accusation, Jacques. Sauf qu'il faut arrêter de nous pipoter sur l'idée qu'on peut plus s'enrichir en France. Mais tu forces l'analyse. On ne te dit pas. C'est un bon exemple. On ne te dit pas. Un exemple positif, Xavier Niel. Moi, je le revendique, ça. Mais dans Xavier Niel et toute son équipe. Dans cette étude, on ne te dit pas. Dans cette étude, on ne te dit pas qu'il y a de plus en plus de riches. On te dit que les riches sont de plus en plus riches. Ne confonds pas la place du. Si Xavier Niel, par exemple, il a fait fortune. Je vais dire pourquoi. C'est un des aspects positifs de la mondialisation. Honnêtement, s'ils sont enrichis, ça je maintiens Arnaud, etc. D'abord Arnaud, si c'est enrichi, c'est grâce aux subventions de l'État au départ. Faut le rappeler, grâce à un gouvernement socialiste. À Monsieur Fabius, faut voir le départ de Pinot et d'Arnaud. Mais par contre, je dirais que c'est les aspects positifs de la mondialisation qui leur a permis de se développer énormément et d'accroître leur richesse. Oui, mais moi, je reviens encore dessus. Je voudrais savoir combien ils ont créé d'emplois, quel emploi, en France, quel salaire en France. Parce que c'est pas le tout de dire tout ça. Je suis content pour eux parce que ça ne m'enlève rien. Simplement, bien souvent, c'est sur l'exploitation du petit. Il faut surtout pas l'oublier. Nous sommes avec Valérie au 32-16. Bonjour Valérie. Bonjour. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Vous nous appelez des Hauts-de-Seine. Oui, c'est ça. Alors vous êtes dans le classement, Valérie ? Non, pas vraiment. Pas encore. Non, moi j'ai nous non plus. € de moins par mois. Mais... Alors, qu'en pensez-vous ?
Moi, je trouve ce débat toujours un peu bizarre du fait que l'argent c'est sale, l'argent c'est pas bien et travailler c'est pas bien. Dans le sens où, par exemple, Monsieur Arnaud, il me semble qu'il est parti de pas grand-chose, puisqu'il avait hérité, je crois, d'une scierie, si mes mémoires est bonne, d'une toute petite entreprise de rien du tout. Non, vous confondez avec Pinault. C'est Pinault, vous confondez avec François Pinault. Vous confondez avec Pinault. Donc c'était Pinault, si c'était pas là, c'était là. Alors Pinault, il est 6e, vous voyez, il est pas très loin non plus. Donc Pinault, qui est parti de rien du tout, qui a développé une société, mais d'une façon incroyable. Je vois pas où il a volé son argent. Alors après, que l'État ne fasse pas ce qu'il faut pour récupérer des impôts, etc., ça c'est autre chose. Mais que ces gens qui partent de rien comme... On l'a vu avec notamment Yann Bettencourt, qui payait proportionnellement moins qu'un cadre sud. À cause du bouclier fiscal qui a été supprimé. Madame Bettencourt, ça lui est tombé. Et de l'évasion fiscale. Exactement, les deux. Donc là, elle a pas grand mérite, et des multiples systèmes fiscaux quand même. Valérie, je suis assez d'accord avec vous dans ce classement. Il y a de tout. Il y a ceux effectivement qui sont partis de rien et qui ont bâti une véritable fortune. Et puis il y a aussi les héritiers comme Yann Bettencourt, comme également Serge Dassault. C'est son père qui a fait fortune. Par exemple, Dubreuil et Pélisson, ils sont partis de rien. Voilà. Monsieur Maillot, je suppose qu'il doit avoir un ISF terrible, mais Monsieur Maillot, dernière nouvelle, il a monté tout seul sa boîte, il a créé des emplois. Après, ce qui est vrai, il faut lui rendre hommage. C'est vrai, Jacques. C'est vrai, Jacques. Oui, mais c'est un vrai entrepreneur, Jacques. Entrepreneur chrétien en plus. Mais je vois pas où quel il a rapport. Non, parce qu'il pratique le partage. Parce que Claire Opeting, c'est pas faire, paraît-il. Moi, je suis pas entrepreneuse pour 2 sous. Et voilà, je vais au boulot tous les matins, ça m'enchante pas, j'ai pas un boulot terrible, mais voilà, quoi. Bien sûr, Valérie. Valérie, merci. C'est une chose, mais les autres, voilà. Merci Valérie, merci d'avoir appelé au 32-16. Il y a aussi un sondage intéressant. Les riches vus par les Français dans Challenge cette semaine. À partir de quel montant de revenus nets mensuels est-on riche? Et on voit que ça évolue. En 2006, c'était 4 700 € et en 2013, c'est 6 000 €. Ouais. Êtes-vous d'accord avec ça? À partir de 6 000 €, François Hollande est d'accord avec ça quand même. On progresse. Non, 6 000 €, on n'est pas riche. Attends, ça dépend où on vit, ça dépend si on a des enfants. Claire, tu as raison, mais tout est relatif. Quand tu penses que des gens vivent avec 1 500 € par mois. Non, mais pour quelqu'un qui touche moins de 1 000 €, c'est à 6 000 €, t'es riche. Moi, j'avais une discussion avec des bobos de gauche l'autre soir, qui. Tu connais des bobos de gauche? Écoute, moi, je vais dans toutes les tribus. J'ai peur de. Attends, je n'ai peur de rien. Et alors, ils m'ont dit, ces bobos de gauche, tu vois, Claire, tu es gentil de me laisser la parole. Je te remercie, tu es adorable. Et ils avaient l'impression que 6 000 € par mois, c'était pas grand chose, on arrivait à peine à vivre avec cette somme-là. Moi, je pense que on peut bien vivre. Mais non, mais tout dépend où tu vis. C'est sûr que si tu vis à Neuilly, c'est peu. Non, on est d'accord. De toute façon, si tu vis chez Claire, 6 000 €, c'est un château. Non, mais 6 000 €, on est aisé, on n'est pas riche. On est aisé, voilà. Pour moi, la richesse, c'est vraiment une personne qui aurait des millions. C'est pas 6 000 € qu'avec 6 000 € tu es riche, tu es aisé. J'aimerais que tout le monde l'ait. Et là, tu vis bien. Tu vis bien, c'est tout. 6 000 € c'est effectivement la bonne barre. Ça dépend 6 000 € si c'est un célibataire, ça dépend du nombre d'enfants que tu as, ça dépend si tu loyer, si tu le travail. Et en effet, déjà si tu vis à Paris, honnêtement c'est pas terrible. Si tu vis, déjà il y a des endroits en province où la vie est beaucoup moins chère, et ça dépend où aussi. Si tu vis seul, si tu as des enfants, à charge. Donc de ce côté-là, ça demanderait vraiment d'être beaucoup plus précis. Et lorsqu'on demande aux Français à partir de quel montant de patrimoine est-on riche, eh bien ils mettent la barre à 1 million €. Voilà. 1 million €, ça fait combien par mois, ça? C'est un patrimoine. Mais en même temps, là, c'est pas. En même temps, le patrimoine immobilier change en fonction là aussi des villes et des coins en France. Quand on commence à parler de millions, non, là, 6 000 € quand tu vis dans un petit village, par exemple, je sais pas moi, de l'Allier ou du Gard ou comme le tien, bon, tu peux vivre convenablement, mais quand tu vis à Paris avec 6 000 €, que tu as un loyer de 2 000 € par exemple, c'est difficile, hein. Alors, sachez également pour apparaître dans le prochain classement l'année prochaine, il y aura toujours ce classement des 500. En fait, il y a 3 secteurs qui échappent à la crise et c'est des secteurs qui s'en sortent mieux parce qu'ils ne dépendent pas finalement du pouvoir d'achat des Français. En tout cas, ils dépendent moins du pouvoir d'achat des Français. Le luxe, le vin et le tourisme. Ouais. Le luxe, le vin et le tourisme. Ouais. Et dans le tourisme, je dirais surtout l'hôtellerie. Je constate qu'actuellement, il y a énormément de gens qui se reconvertissent dans l'hôtellerie. Oui, mais par contre, on trouve, les jeunes n'arrivent pas à trouver d'employeurs pour faire leur stage. Je suis désolée. Donc, en même temps, tu as l'hôtellerie qui se développe, tu as plein de jeunes qui veulent rentrer dans l'hôtellerie et quand ils recherchent des employeurs, ne serait-ce que pour faire un master, ils n'en trouvent pas. Donc il y a vraiment quand même un déséquilibre. Est-ce que le cas de ma fille qui a fait le jeu à fond? Je suis d'accord avec toi. Attends, je fais une annonce importante. Est-ce qu'il y a le cas de ma fille qui a fait l'école hôtelière et qui voudrait travailler pendant les vacances et qui trouve pas?
Ils trouvent pas, non. Non, mais moi, attends. j'ai une Donne-moi petite... son Non, mais attendez, moi je comprends pas. Non mais attendez, petite jeune mais fille, Claire, ouais, Claire, vas-y. Gilbert et Jacques, j'entends moi les hôteliers, les restaurateurs dire on ne trouve pas sur le marché Ah, mais écoute, je comprends pas, alors. des gens formés. Alors il y a un problème Voilà. parce que J'ai tu les entends. Une petite jeune fille de 20 ans qui veut faire un master de... Ah, c'est pas pareil ça. Ça répond pas à ce que dit Olivier. Là, Olivier, il cherche des gens quand même déjà formés. Enfin, moi, non, compétents. mais les hôteliers, bien ouais. sûr. Jacques, Par rapport à attention, ce que tu Claire viens de dire. n'écoute pas les questions. Mais si, Non. mais je comprends Claire, c'est un autre problème. Contrat en alternance ou stage. C'est différent Mais oui. ça. Bah oui. Mais le contrat d'alternance, quand même, qui est l'avenir. Et quand tu vois des grandes chaînes, justement, qui ne prennent pas ces jeunes-là, il y a quand même Il y a un problème ouais. majeur. Elle a raison. Allez, on va laisser les riches de côté. Quoique, on va s'intéresser à un riche. Enfin, on sait plus s'il est riche. C'est Bernard Tapie, puisque c'est un ses biens ont pauvre, été non, saisis. non, c'est un Bernard pauvre, non. Tapie, qui hier, alors il parle beaucoup en ce moment, mais hier il a quand même dit, ça c'est une nouveauté, qu'il était prêt à des réunions publiques pour faire reculer le Front National à Marseille. Vous y croyez? Le 32-16 sur RMC, dans les grandes gueules, à tout de suite. RMC, 10h, 13h, Olivier Truchot et les grandes gueules. Si vous voulez jouer au match des GG, vous connaissez l'adresse, le 32-16 pour vous inscrire et participer tout à l'heure au match avec vos grandes gueules préférées. Nous sommes aujourd'hui avec Gilbert Collard, le député Collard qui est avec nous, l'avocat Gard, toujours. Collard du Gard. Collard du Gard. Vive Nous le sommes Gard. également avec Claire Aupetit de Normandie. Moitié, Normandie, moitié 93, qui est venu moitié, avec des moitié, cerises, Normandie. C'est quand même avec des dommage cerises que ce nos matin. éditeurs ne puissent pas Et l'avoir, des notre Claire. framboises. Et des framboises très bonnes de ton jardin. Parce qu'elle Jardin. a une tenue de motarde. On dit Elle est- motarde elle est ou en moutarde cuir, Claire. Elle est toute en cuir, il lui manque Non, que c'est son pas tout en fouet. cuir. Il lui manque que son fouet. Ça t'excite, hein? Non, ça m'excite pas, c'est Jacques Si, qui je le est vois bien. excité. Je suis pas DSK, moi. Ah, mais d'accord, mais n'est pas DSK qui veut. Oh, Mais DSK n'a pas de problème avec les femmes, il l'a dit à CNN. Ça, on est aperçu depuis des années. Il n'a aucun De problème toute avec les façon, femmes. quand on paye, on n'a jamais de problème. Et il fait bande à part Il a depuis un jamais certain payé, temps. par Il exemple. fait bande à part depuis que... D'accord. Et Cahuzac n'a pas de problème avec Non, l'argent. Cahuzac n'a aucun problème avec l'argent. Hollande n'a aucun problème avec l'autorité. chômage. Tapi Et n'a avec aucun les riches. problème avec l'honnêteté. Voilà, Madame Guigou n'a jamais connu Tapi. Et Gilbert Collard n'a aucun problème avec le bavardage. Si, moi je pourrais. Justement, parlons de Bernard Tapie. Et d'ailleurs, lui-même parle beaucoup en ce moment, un peu partout. Bernard Tapie qui se dit prêt à des réunions publiques pour faire reculer le Front National à Marseille. J'ai toujours dit je ne me présenterai plus aux élections. C'est-à-dire à titre personnel, j'ai fait ce qu'il fallait. Je suis arrivé au maximum de ce que j'aurais jamais pu rêver, c'est-à-dire ministre. Mais actuellement, un sondage de ce matin m'indique que le Front National à Marseille, qui est la ville de mon cœur, qui est celle que je préfère au monde, a un Front National qui est numéro 2 à plus de 25 ou 27 ou 28%. Si la situation perdure dans ce sens-là, je ferai les marchés, je ferai les écoles, je ferai des réunions publiques pour le faire reculer là où il doit être. Alors Bernard Tapie et le Front National, c'est une vieille histoire. Souvenez-vous, c'était sur le plateau du JT, Bernard Tapie face à Jean-Marie Le Pen et les grandes boxes. Et donc il n'y a plus de raison qu'il fasse chauffer ses meetings en donnant des musulmans à manger aux fanatiques du Front National parce qu'il n'est pas pour grotesque. Ensuite, monsieur, un pitre, monsieur. vous avez dit, attention, Écoutez, monsieur, je vous ai dit, il y a une limite, vous dépassez la limite. mais je ne dites pas d'énormité comme ça. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait. Parce que vous avez vos gardes du corps, là. Non, moi. Un peu rigolo. Enfin, regardez-vous. C'était en 1989, ça ne nous rajeunit pas, hein, Claire. Et maintenant, on a posé la question sur BFM TV à Jean-Michel Baillet, puisque Tapie a dit sa famille politique, ce sont les radicaux. Donc Jean-Michel Baillet est le président du Parti radical de gauche. Est-il prêt à aller faire les marchés avec Tapie ? C'est vrai que tout au long de son action politique a été fondée sur le combat contre le Front National. De là à venir ensemble battre les estrades, je dis non. Il n'est pas possible de s'afficher comme cela avec Bernard Tapie, en tout cas tant qu'il n'a pas réglé ces problèmes-là. La justice est saisie. Alors, avant d'écouter Gilbert Collard, qui est le premier concerné finalement autour de la table, Bon. Jacques, est-ce que c'est pas un peu ambigu? Tapie, oui ou non, revient-il en politique? Non, mais je pense qu'il revient pas en politique, comme tu l'as dit, il communique partout. Enfin là, il veut faire des réunions publiques, des marchés. Déjà, apparemment, il ne pourra pas les faire avec les radicaux de gauche. Là-dessus, la réponse de Baillet, il est prêt à faire des marchés lorsque finalement son litige, je dirais, avec l'État sera complètement réglé. Comme on est reparti pour des années, voire même peut-être pour 10 ans, comme c'est parti, quand on connaît finalement que le temps judiciaire n'a rien à voir avec le temps médiatique. Donc de ce côté-là, ils sont pas prêts de faire ensemble. En plus, je rappelle quand même, Baillet aurait pu donner
argument. Il a appelé à voter pour Nicolas Sarkozy en 2007. Il a appelé en 2012 à voter pour Nicolas Sarkozy, alors que les radicaux de gauche en 2012 se sont engagés dès le premier tour avec Hollande. Donc là-dessus, il y a une contradiction. Donc, alors s'il y a des préaux, etc., c'est une campagne, mais c'est Tapie tout seul qui va la faire. Alors, Gilbert Collard, est-ce que vous tremblez au Front National? Tapie de retour. Non, moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand tout est désespéré, quoi, quand tout est carbonisé, quand on est complètement démonétisé, il suffit de dire... Oui, mes biens sont saisis. Oui, j'ai déjà été condamné plusieurs fois. Oui, je suis mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Mais attention, je suis un type bien. Je combats le Front National. Bon, c'est comme si demain, Al Capone revenait et nous disait, attendez, considérez-moi quand même, parce que je suis prêt à combattre le Front National, ou Landru, ou Petiot. Bon, on voit à quel point le fait de simplement se positionner contre le Front National est une manière de se présenter quand même comme étant du bon côté, alors qu'on est à l'évidence du mauvais côté. Bon, c'est une tentative désespérée pour Tapie de donner l'impression qu'il a encore un combat. J'ai quand même souvenir que Tapie, lorsqu'il débattait avec Jean-Marie Le Pen, il avait du punch. Il avait souvent plus de courage quand même que les autres. Hein. Attends, mais Tapie, Tapie, moi. Ce débat, il l'avait déstabilisé à l'époque. Je l'ai affronté. Tapie, j'ai pas trouvé qu'il avait un grand courage, hein. Moi, je l'ai affronté dans les tribunaux plusieurs fois. Oui, devant les tribunaux. Non, mais je l'ai rencontré. Attends, courage contre courage. Et moi, je trouve que Le Pen n'a pas manqué de courage face à Tapie. En réalité, était meilleur. Mais je veux bien. Il a enfoncé Le Pen. Je veux bien, mais en réalité, c'est le niveau zéro du débat, quoi. Bon, je te casse la gueule à la récré. Attends, il y a mieux. Bon, alors la réalité, c'est quoi? C'est qu'on a affaire à un homme qui vient de racheter la Provence, qui a à sa disposition les journalistes de la Provence, à Marseille. Certains. Ils sont indépendants, les journalistes. C'est vrai, bien sûr. Certains, moi je connais Olivier Mazerolle, c'est un journaliste indépendant. Je suis d'accord avec Olivier. Mais arrêtez d'attaquer les journalistes. Olivier Mazerolle. Mais attendez, laissez-moi terminer. Il y a des journalistes indépendants, comme il y a des maillots intelligents, comme il y a des hauts petits lumineux, comme il y a des députés honnêtes, comme il y a des députés honnêtes et compagnie. Bon, mais quand même, Tapie est propriétaire de la Provence. Bon, et pas complètement. Pas complètement. Bon, et en même temps, ce saint homme qui veut faire barrage tout seul, sans personne, parce que plus personne ne le connaît. Taubira l'a pas fréquenté, Bélé l'a pas fréquenté, c'est comique. Donc tu as peur que Bernard Tapie mette ses journaux à la disposition d'un combat anti-FN à Marseille? Mais il va le faire d'abord parce que c'est naturellement, à mon avis, les positions que les journalistes ont envie de prendre. Pas en majorité, mais en grande partie. Bon, et c'est comme ça qu'il va essayer de négocier une espèce d'espace de soutien. Mais sinon, il est carbonisé quand même. Bon, et de voir qu'un homme qui est dans cette situation, c'est ça que je trouve extraordinaire, moi, ose se présenter comme un rempart. Je veux dire que il nous prend pour des blaireaux, quoi. Le monde est fou, là. Le monde est fou, hein. C'est comme si DSK disait, demain, je vais vraiment lutter contre la pornographie, je vais lutter contre toutes les atteintes aux mœurs, je vais faire en sorte qu'on interdise les godemichés et compagnie, bon. Attends, mais c'est exactement la même chose quand Tapie vient dire, je vais faire barrage au Front National, quoi. C'est le contrebandier qui se veut douanier. Claire Aupetit, Tapie qui est prêt à mouiller sa chemise pour faire reculer le Front National à Marseille. Bon, déjà, je trouve particulièrement indécent de voir cet individu sur toutes les chaînes. Les journalistes n'ont vraiment rien à faire. Pendant ce temps-là, on ne parle pas des autres problèmes. Là, il y a un individu qui vient de se défendre. Attends, il y a plein. Sur TF1, t'as remarqué que c'est toujours TF1. Non, excuse-moi. Il a commencé par France 2. Il est resté. Hier, il était sur TF1. Il a fait plusieurs chaînes. Et hier, moi, je l'ai. De toute façon, il a plusieurs chaînes à son pied. Tu permets que je finisse? Merci. Donc hier, il était sur iTélé. J'ai regardé uniquement parce que je venais ici, parce que vraiment, Tapie, moi... T'en peux plus. Qu'il se défende, c'est tout à fait normal. Chaque être humain a le droit de se défendre. Ce que je n'admets pas, par contre, c'est qu'on lui donne autant la parole. Après, qu'il nous mente comme c'est pas possible, il suffit dans la même phrase d'entendre, d'écouter, mais d'une indécence incroyable. Et terminer son interview par le fait, moi, le sauveur, moi, je vais sauver, moi, le Front National, alors que
qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant? Il s'est présenté à quoi? On dit toujours qu'il est monsieur fait de la politique, mais il ne s'est jamais présenté pour gagner une mairie, que je sache. Il n'a jamais été au cantonal, il n'est jamais allé aux législatives. Il a simplement eu la chance d'être nommé. Mais il a été député. Il a été député de Gardanne. Il a été. Mais oui. Bah, tu vois, il a tellement marqué qu'on s'en souvient même pas. Aux élections européennes, il a fait mieux que les socialistes. Alors, il n'a pas été député européen. Alors, on s'en souvient même pas. Alors, on se souvient même pas de ce qu'il a fait. C'était la liste énergie radicale. On s'en souvient même pas. Permettez-moi de rappeler le parcours politique. Effectivement, il ne faut pas dire de bêtises. À Marseille, il a été ministre de la ville. Donc, non, mais ça, il a été nommé. Attends, laisse-moi terminer. Il a été ministre de la ville 92-93. Il a été élu député de la République en 89. Il s'est repris 2 fois, faut être précis. Effectivement, et en 1989, sous les couleurs de la gauche. Donc, il a été député des Bouches-du-Rhône. Romain est avec nous. 2 fois. Je suis sûr que plus personne s'en souvient. Personne, non. Romain est avec nous, 32-16, bonjour. Bonjour les GG, bonjour Gilbert, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour, ça va. Ça va mieux. Romain, vous nous appelez de Marseille ? C'est ça, exactement. Alors des Pagny-Rabault, c'est une ville limitrophe de Marseille où se trouve la zone de plan de campagne pour que tout le monde puisse situer tout ça. D'accord. Et alors Bernard Tapie qui viendrait donner un coup de main pour faire reculer le Front National, vous y croyez ? Non, on nous sort encore un petit subterfuge sorti de je sais quel chapeau. Alors je vais vous dire pourquoi et comment je m'en rends compte. La première chose, aujourd'hui on a Bernard Tapie qui arrive, mais les Marseillais n'attendent pas Bernard Tapie. Non. Les Marseillais, ils attendent une seule chose, qu'on réponde à leurs problèmes, c'est-à-dire l'insécurité qu'ils vivent au quotidien sur la ville de Marseille, les petites problématiques lorsqu'ils vont travailler le matin, quand ils vont amener leurs enfants à l'école, quand ils vont essayer de trouver un travail. Le problème, il est là. Ils n'attendent pas Bernard Tapie aujourd'hui. Comment je m'en rends compte? Moi, je m'implique beaucoup au niveau politique sur ma ville des Pagny-Rabault. On a un maire socialiste qui est Michel Amiel, qui se préoccupe pas de ces choses-là aujourd'hui. Et les gens viennent nous voir en nous disant, nous on vote Front National, on vote FN, parce qu'on en a marre. Et quand on leur propose 2 solutions, la première, de prendre leur carte au Front National, ou la deuxième, de leur dire, écoutez, on va prendre à bras le corps vos problèmes, et nous répondre, prenez à bras le corps nos problèmes, parce que c'est ce qu'on attend. Les gens attendent. Donc ce qui fera reculer le Front National, c'est de répondre aux problèmes de la vie quotidienne des gens. Pourquoi veux-tu que le Front National recule? L'insécurité. C'est ce que dit Romain. Je résume ce que dit Romain. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on entend dire ici, il faut faire reculer le Parti Socialiste? Romain, lui, il faut faire reculer le Parti Communiste. Romain, lui, il pense qu'il faut faire reculer le Front National. Donc réponds à Romain. Que Romain le pense, c'est son droit absolu. Mais il faut pas faire une théorie. On est d'accord sur le même objectif. Il faut faire reculer le Front National parce que pour moi, c'est pas le Front National qui répondra à la problématique. Mais pour moi, on n'a pas la même opinion. On n'y répondra pas en mettant en tête de gondole. On le fera quand nous, on prendra à bras le corps ces problèmes-là. Mais dépêchez-vous, parce que les gens en ont marre. La population, on fera reculer le Front National. C'est pas en disant on va barrer la route au Front National qu'on le fera. Au contraire, prenons à bras le corps tous les problèmes. Les Marseillais attendent qu'on réponde à leurs problématiques. C'est ça qu'il faut faire. Mais qui a des bras, monsieur? Qui a des bras aujourd'hui? Qui a des bras pour prendre les problèmes à bras le corps? Personne ne les prend. Il y a que nous qui dénonçons tout ce qui se passe. Oui, dénoncer, c'est pas résoudre les problèmes. Mais on dénonce et on propose des solutions. Mais donnez-nous le pouvoir, vous verrez bien comment on traitera les questions. Quelle solution? Non, on n'a pas à te donner le pouvoir. Tu vas le gagner, le pouvoir. Parce que on peut faire des solutions. Au Parti communiste, il y a des solutions. Au Front de gauche, nous, on a donné des solutions sur l'euro. On a donné des solutions sur la question des frontières. Mais sur Marseille, l'euro et les frontières. Mais sur Marseille, attends, mais c'est un bordel monumental. La ville n'est plus gérée depuis 5-6 ans. C'est un bordel monumental. Écoute, on va tu mets de l'ordre. T'as pas la trouille de mettre de l'ordre. On cesse d'avoir peur. Bon, quand tu vois, Godin va être réélu. Mais bien sûr que Godin sera réélu. Bien sûr, mais quand tu vois qu'on peut sur une plage comme les Catalans tenter de noyer un fonctionnaire de police, enfin, je veux dire, c'est la fin du monde, enfin, bon, faut fondre les yeux, quoi. Et notre auditeur, il veut prendre des problèmes à bras le corps. Il s'appelle Romain. Romain, ce qui est un très beau prénom, du reste. Attends, Gilbert, écoute-le, Romain. Il est au téléphone, c'est plus dur au téléphone. Vous avez entièrement raison sur ces choses-là. Maintenant, nous, ce qu'on explique à Marseille et sur les villes avoisinantes comme moi, au Pagny-Rabault, on parle pas de politique nationale, parce qu'au municipal, les gens votent pour la localité. Quand on leur dit, vous avez donné le pouvoir à Vitrolles, à Marignane, à Toulon, voilà où les maires Front National, où ils ont amené les villes il y a quelques années. Est-ce une solution viable? Non, mais attendez, mais faut arrêter là. Ça, c'est une bonne question. Mais non, mais c'est la bonne question qui a été fabriquée. J'ai la liste, moi je vais pas la sortir parce que ça prendrait des heures, de tous les maires UMP, communistes, qui se sont plantés. Bon, si vous voulez. Oui, mais ça, c'est pas une réponse. Mais c'est une réponse. C'est pas parce que certains se plantent qu'on va faire le bilan du Front National. Mais attends, mais vous osez porter un diagnostic sur le travail du Front National à partir de 3 éléments, mais aucun statisticien l'accepterait. 3 éléments, c'est pas suffisant. Bon. Mais voilà, il y en
avait que 3, bon, si elle avait eu 7 ans ou 60, on pourrait avoir une opinion. J'en avais eu que 3. Mais il n'y en a eu que 3, bon. Et les 3 ont été nazes. Non, je suis désolé, il y en a eu 4. C'était Saint-Gilles, où le maire avait parfaitement bien géré. Il est parti pour des raisons qui tenaient à l'économie de la gestion municipale, mais pas du tout pour la gestion des affaires. Bon, et Orange, quand même, c'est une réussite. Bon, d'accord, mais c'était désaccord avec le front. C'était il y a combien d'années? Maintenant, moi, je trouve scandaleux que, alors qu'on a des listes de maires UMP communistes qui se sont plantés gravement. Mais donc vous faites pareil. On retient 3. Mais non, on est 3. Si on était 50, tu pourrais te faire une opinion, mais il n'y a pas un statisticien qui accepterait cette statistique. Enfin, c'est scandaleux. La ville de Toulon a été mise en faillite par la gestion du Front National, c'est une réalité. Je l'ai dit et je le redis. J'espère que vous allez gagner. Mais donnez-nous des villes, vous verrez bien. Non, on n'a pas te les donner. Non, on va les prendre. C'est à vous de les gagner. On va les gagner. Mais justement, qu'il y en ait quelques-unes. Et nous allons voir, on fera le bilan dans 5 ans. Et là, on pourra vraiment vous juger. Sûr, mais vous n'aurez plus d'excuses. Mais je relève le défi, moi. Je le relève. Mais des petites villes, pas des trop grandes. Je le relève le défi. Bon, donnez-nous l'occasion de prouver ce dont nous sommes capables. Pour l'instant, on remonte à 1981 pour juger d'une gestion sur 3 mairies. Mais depuis quand on a... Tout à l'heure, Jacques est en train de nous dire qu'il fallait faire attention à l'étude de Challenge quant aux critères d'appréciation. Mais il n'y a pas un économiste, un statisticien qui prononcerait une opinion sur 3 données. C'est inconcevable, quoi. Il y a que dans la presse française qu'on fait ça. Enfin, excusez-moi, on peut juger. On remercie Romain. Encore une fois. Oui. Un dernier mot. Je le répète, encore une fois, hormis ce qui s'est passé sur ces 3 villes-là, la population atteint, et moi je balaye devant ma porte, je fais partie de l'UMP, pour être honnête, je suis adhérent à l'UMP, je balaye devant ma porte, les gens attendent que les partis comme le nôtre prennent en charge ces sujets-là, et qu'enfin on n'ait plus de langue de bois sur les sujets sur lesquels... Oui, mais alors, si vous êtes adhérent, attendez, Romain, vous êtes adhérent UMP, si on parle de Marseille, c'est l'UMP qui gouverne Marseille depuis des années, je crois que c'est le 3e mandat de Godin. Oui, mais il va faire un 4e mandat. Face à Marseille, c'est que la mairie de Marseille est toujours en opposition avec les mairies de secteur socialistes ou avec la CUM. On est exactement coincé entre le conseil général socialiste, la mairie UMP. Non, c'est pas facile, c'est la réalité. Vous avez des mairies de secteur qui sont pas socialistes, elles sont pas toutes socialistes, les mairies de secteur. Dans ces mairies-là, malheureusement, après, on n'a pas d'argument sur ces choses-là, vous avez entièrement raison. Allez, merci Romain, je vous envoie un t-shirt des Grandes Gueules, merci d'avoir appelé au 32-16, d'autres témoignages à suivre dans les Grandes Gueules. Tout d'abord sur internet, rmc.fr, Jean-Marie, c'est pas Jean-Marie Le Pen a priori, qui nous écrit, mais qu'il vienne donc à Marseille, Bernard Tapie sera accueilli par un énorme éclat de rire. On aime bien les cinglés sur la canne-bière. Jean-Marie, il a des mots durs pour l'homme d'affaires. Et puis il y a également Michel qui réagit de Gargenville. La grosse ficelle de Bernard Tapie est toujours aussi grosse. Cette diversion de son soi-disant combat contre le FN pour que on ne parle plus de ses affaires, c'est trop gros. Et puis cette réaction également, moi je suis prête à faire le marché avec Bernard Tapie pour faire reculer le Front National à Marseille, car c'est pour une bonne cause et c'est surtout à Marseille. Par contre, il faut quand même rappeler que les écoles, c'est interdit quand même, hein. Les écoles? Ah oui, il a dit qu'il irait même dans les écoles. Il est interdit de faire campagne dans les écoles. Mais les marchés, il connaît, les marchés d'affaires, les marchés boursiers. Dans un instant, un autre témoignage, celui de Georges, sur le retour probable possible de Bernard Tapie dans des réunions publiques à Marseille pour faire reculer le Front National. À tout de suite sur RMC. RMC, 10h, 13h, Olivier Truchot et les Grandes Gueules. Avec aujourd'hui Claire Aupetit, notre commerçante, le président Jacques Maillot et puis Gilbert Collard, le député de la République. Dans un instant, quoi de neuf au Pays de Hollande? Eh bien, Arnaud Montebourg qui persiste et signe concernant le gaz de schiste. Il veut une compagnie publique pour finalement mettre en place cette exploitation des gaz de schiste, à condition, bien entendu, qu'on trouve une technique non polluante. Mais ça agace profondément les écologistes, notamment Jean-Vincent Placé, le sénateur écolo, qui a dit « Montebourg est nuisible pour l'écologie et le gouvernement ». On en parle tout à l'heure au Pays de Hollande. Alors, Bernard Tapie pour faire barrage au Front National à Marseille, on y croit. Georges est avec nous au 32-16. Bonjour Georges. Bonjour Olivier Truchot, bonjour les Grandes Gueules. Bonjour. Vous nous appelez de Corse? Absolument, absolument. Alors, vu de Corse, vous en pensez quoi? Moi, vu de Corse, je pense que ce pauvre homme, déjà, qu'on arrête de le laisser tranquille. Qui ça, le pauvre homme? Bernard Tapie? Bien sûr, mais c'est un peu le reflet de ce qu'on est nous en France. On a un peu honte de la réussite, honte des hommes qui s'en sortent, qui gagnent de l'argent. Ça, c'est le vrai dommage de notre France à nous. Vous pensez que finalement, Tapie, on s'acharne sur lui parce que c'est un homme qui a réussi?
Ben, bien sûr, mais c'est mal vu en France de réussir. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, personne ne veut donner son salaire. Nous, en France, on a cette culture-là. On a honte de réussir, on a honte de gagner de l'argent et on a honte d'y arriver. Et vous êtes pour son retour en politique? Mais il a créé combien d'emplois, Bernard Tapie? Attends, je pose une question sur le retour politique de Bernard Tapie. Mais moi, bien sûr, je suis pour le retour politique de Bernard Tapie. Bernard Tapie, déjà, à la base, je vais vous dire une chose. Pour être politique, dans la vie, je pense qu'il faut savoir vendre du rêve. Or, qu'est-ce qui nous a vendu plus de rêves que Bernard Tapie en gagnant la Champions League? Je pense que c'est le seul qui l'a fait, c'est le seul qui a réussi à le faire en France. Et quand il parle Tapie, vous reconnaissez? Parce que c'est vrai qu'il est très bon, hein, ça faut reconnaître que c'est un formidable battleur. Ah bah oui. Mais bien sûr. Mais pourquoi? Je vous dis ouvertement. C'est pas, au moins, il a de l'aspérité, il a un peu de caractère. Je veux dire, c'est pas quand j'entends Flamby, Copé ou Fillon que je vois quelque chose. Il n'y a aucune personnalité, il n'y a aucun caractère, aucun charisme. Ah ouais, t'as vu Jacques, Georges, il veut le retour. Il veut le retour en politique de Tapie. Il faut le laisser tranquille avec ses affaires. Je suis stupéfaite. Vous avez un individu qui arrête pas de dire, qui sort des banlieues. Et alors, il était dans le 93 et alors, il est allé à l'école comme tout le monde. Il n'était pas dans un bidonville que je sache. À 20 ans, il avait déjà sa voiture décapotable. Ça fait 50 ans qu'il est dans les grands hôtels, dans tout ce que l'on veut, et ça fait 50 ans qu'il magouille. Ça fait 50 ans qu'il rachète des entreprises. Laissez-moi finir. Ça fait 50 ans qu'il rachète des entreprises qui lui a rapporté à lui, mais il a fait plus de chômeurs qu'il n'a créé d'emplois. Et de là, vous avez certaines personnes comme vous qui sont en admiration devant, en fin de compte, une sorte de mafieux. Je trouve ça complètement aberrant. Bon, bah, écoutez, ça c'est complètement typique de ce que je disais tout à l'heure. En fait, sous prétexte qu'on a réussi, il faudrait qu'on se cache. Non, mais il y a plein de gens qui ont réussi. C'est complètement faux. Tout à l'heure, je disais bien que les personnes qui étaient riches, c'était très bien pour eux. À partir du moment où tu peux gagner de l'argent, à partir du moment où tu te fous pas de la trombine des gens, et que ton argent que tu as toi, ce n'est pas pour mettre des chômeurs, des personnes à la rue, des personnes qui avaient un emploi dans une entreprise qu'il a acheté à 1 euro, et lui, ça lui a permis d'avoir des millions et des millions. Comment vous pouvez être en admiration devant un individu qui n'a jamais créé un véritable emploi, qui en a beaucoup plus perdu? Mais enfin, c'est fou, ça. Vous avez plein d'autres exemples de gens qui sont vraiment droit et bien, enfin. Bien sûr. Alors moi, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai l'impression que je parle avec vous qu'on vit dans un monde où oui. Mais toutes les personnes qui réussissent, à un moment donné, ils sont obligés de faire des choix et des trucs qui sont pas forcément. Non mais si je peux me permettre, j'ai bien quel est son prénom? C'est Georges. Georges. Je peux comprendre le sentiment que vous avez de vouloir défendre quelqu'un qui peut donner l'impression qu'on s'acharnerait sur lui. Mais Tapie, ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a cambriolé. Est-ce que vous seriez... oui, monsieur, mais écoutez, il a été... Mais non, mais je vous donne des... Je ne polémique pas, là. Je vous donne des faits. Il a été condamné plusieurs fois. Là, quand même, il est mis en examen, pas jugé, certes, mais pour escroquerie en bande organisée. Il est présumé innocent, mon cher mec, toi qui défends quand même. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais sois très précis. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Oui, mais ça te choque pas que... Là, il faut monter le sonotone. Gilbert, l'avocat... Il n'y a pas besoin de sonotone. Attends, moi, je voudrais parler à l'avocat, là, Gilbert Collard. Ça te choque pas, finalement, qu'on saisisse les biens de Tapie avant même que la justice ait rendu les contrats d'assurance vie, maître. Mais les contrats d'assurance vie, les juges sont complètement dans l'illégalité. Ce qui est quand même préoccupant de voir que des juges connaissent mal la loi. Bon. Alors, le texte existe. Bon. Qu'est-ce que je te dise? Il a été voté un texte qui permet de pratiquer une saisie conservatoire. 20 000 l'année dernière. Voilà. Oui, Tapie n'est pas le seul. Est-ce que c'est vrai, maître, que c'est des spécifiques pour les trafiquants de drogue? C'est ce qu'on dit, ça. Non, je voulais savoir si c'était vrai. Non, à l'origine, le texte a été, du reste, il y a un texte général qui permet aux juges de prendre des mesures. D'accord. Conservatoires. Des mesures conservatoires pour permettre de dédommager les victimes. Bon. Donc c'est dans la loi. Alors, c'est vrai que ça entre en conflit avec la présomption d'innocence, puisqu'on prend des mesures avant que le justiciable n'ait été jugé. C'est vrai. C'est indiscutable, bon, mais ça fait partie quand même des mesures que l'on considère comme constitutionnelles, comme légales, comme conventionnelles, c'est-à-dire conformes à la Convention européenne, parce que elles ne sont pas définitives. Elles n'empêchent pas de profiter du patrimoine, elles empêchent seulement de le dilapider ou de le transporter. Voilà. Ce sont des mesures dites, pour employer le langage des juristes, conservatoires. Bon. Alors, c'est vrai que, par rapport à la présomption d'innocence, ça pose problème, mais d'un autre côté, quelle tête on ferait si demain, Tapie était condamné? Il peut être tout à fait relaxé comme d'autres l'ont été alors qu'ils étaient mis en examen, on est bien d'accord, hein, et qu'on constate pétrole contre nourriture, voilà, et qu'on constate que le patrimoine n'est plus là, quoi. Voilà, bon, à ce moment-là, on serait tous cocus, hein.
Alors, Georges... mais il y a un point, quand même. Depuis tout à l'heure, je vous écoute, mais je me dis quand même une chose, c'est qu'à la base, l'affaire entre le Crédit Lyonnais et Adidas, c'est quand même pas clair. Et puis ce qu'a fait le Crédit Lyonnais à Tapi, déjà à la base, on se dit que c'est quand même, excusez-moi du terme, pour être correct, c'est bien simple aussi, quoi, à ce moment-là. Donc, moi, je veux bien qu'on parle de cambriolage, comme ça, mais à côté de ça, il faut aussi d'être un peu serein, de regarder un peu ce qui s'est passé après, qu'il y ait des coups, des grosses magouilles financières, mais ça, c'est de tout temps. Et puis tous les grands PDG et toutes les grandes personnes de ce monde le font. Et c'est se mettre des œillères que de penser qu'on vit dans un monde où les gens sont sains et respectueux des autres et qu'on essaie toujours d'être propre dans nos affaires. On sait très bien que c'est pas le cas. Sinon, on n'aurait pas eu les crises qu'on a connues en 2008 et puis en 2010 après. On sait très bien que c'est pas le cas. Je veux dire, après, c'est se dire en fait, finalement, on préfère respecter ceux qui ne le montrent pas ou ceux qui restent cachés de leur pratique. Ce mec-là, finalement, il se montre comme il est et donc. Mais non, ne soyez pas naïf à ce point. Il nous a fait là depuis une semaine, mais vraiment à pleurer à venir quand vous voyez hier qu'il ose dire qu'il peut même pas faire un chèque de 10 €, ce qui est faux, monsieur. Aujourd'hui, il est dans son superbe yacht et il va pouvoir. Mais non, il est rue des Saints-Pères, tout simplement, il a toujours été. Non, mais ça, accordez-moi qu'il a l'embarras du choix entre le yacht et la rue des Saints-Pères. Vous êtes obligé de vous lever à 6h du matin pour travailler. C'est pas parce que Tapi a un hôtel particulier que Georges se lève à 6h du matin. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que pour pouvoir voir toi ton argent, hier, il faut quand même voir ce qu'a dit Tapi. Venir pleurer en disant qu'il pouvait même pas faire un chèque de 10 €. Ne rentrez pas dans son jeu, c'est pas possible. Le gars est quand même le seul à défendre contre le monde entier. Je dirais à un moment donné. Mais pas du tout, il a ses avocats, croyez-moi. Et il n'a pas n'importe quel avocat que vous pourriez pas vous payer. La seule chose. Ça, les avocats, il fut un temps, ils les payaient pas. Mettre une parenthèse là-dessus, Maître Lanton a fait un investissement, il a touché 8 millions d'euros, mais pendant 10 ans, il n'a pas payé. Est-ce que je peux me permettre? Non, parce que Georges est en train de parler. Non, mais je voudrais dire quelque chose à Georges. Écoute-le, sinon on n'entend rien. Je comprends pas. À la base, je veux bien que vous me disiez les avocats, mais citez-moi les médias qui défendent de Tapi ouvertement à la télévision ou de partout. Par contre, les médias qui le descendent en flèche, je vous explique. On les appelle mail. Moi, je veux bien la liberté d'expression, etc. Oui, je veux bien qu'il ait des avocats et tout, mais je vous le dis, devant la France entière, il se défend tout seul, le gars. Oui, mais enfin, il a de quoi. Je suis désolé, il a déposé son bilan, il a eu des problèmes. Lui, par contre, il a pu garder son appartement. Vous avez combien de petits entrepreneurs qui déposent leur bilan, qui n'ont plus rien et qui eux se retrouvent au RSA? Lui, il a toujours très très bien vécu. Enfin mince. Il a toujours été très habile, il fait une garde à vue de 96 heures. Il sort un livre au même moment. Il faut reconnaître que le livre marche. Le livre marche à fond. Il y a un point sur lequel je pourrais être d'accord avec Georges. Bon, j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte qu'il a affaire à un homme qui se fout de la gueule du monde depuis toujours et qui a engrangé une fortune colossale dans des conditions tout à fait discutable. Mais il y a un point. Non, mais ça, c'est votre droit de ne pas le croire. Vous avez le droit. La justice va se prononcer. Voilà, vous avez le droit de croire qu'Al Capone a financé lourdes. Bon, ça c'est votre affaire. Je respecte. Bon. Et puis vous avez le droit de croire aussi que le docteur Petiot veut soigner l'humanité. Voilà. Bon. Mais il y a un point. Mais plus personne ne sait qui c'est. Il y a un point sur lequel je voudrais vous donner raison. C'est que plus personne aujourd'hui ne connaît Bernard Tapie. Alors que Madame Guigou a fait campagne avec lui sur la liste énergie radicale. On a même cet épisode extraordinaire qui avait été rapporté par la presse où ils sont en train de visiter une marchande de sous féminin et Tapie dit « Je viens choisir les petites culottes de Madame Guigou ». L'intimité était totale. Bon, Madame Taubira également, elle a soutenu Bernard Tapie. Taubira dit qu'elle n'a pas vu Tapie depuis des années. Mais bien sûr, mais plus personne l'a vu, quoi. Alors, personne ne connaît. Et Jean-Louis Borloo non plus. Jean-Louis Borloo non plus. Moi, je veux dire un truc. Une photo où on voit tous les deux. Je n'aime pas Bernard Tapie, je le combats. Mais si j'avais été son ami, je viendrais ici dire il a été mon ami et il le reste. Donc tu trouves qu'ils sont lâches? Ils sont dégueulasses. Dégueulasses. On est bien d'accord. Bon ben Georges, on est d'accord au moins sur une chose. Allez, Georges, je vous envoie un t-shirt des grandes gueules en Corse. Vous êtes où en Corse? Vous êtes où? Bastia, très bien. Eh bien, on salue tous les Corses qui écoutent les grandes gueules chaque matin entre 10h et 13h sur cette merveilleuse île de beauté. Dans un instant, on va quitter quand même le pays de Tapie parce que j'ai l'impression qu'on ne vit que dans le pays de Tapie là. Depuis une semaine, on ne parle que de lui. On est en Tapie fumisterie. Je voudrais quand même vous lire ces deux mails pour terminer. Michel Le de Marseille. Ce que les Marseillais
attendent. Ce sont des politiques qui reconnaissent déjà les vrais problèmes que rencontre notre ville et non tous ces faux semblants qu'on nous rabâche à longueur d'antenne et d'ondes. Les vols à tir, les cambriolages, les homejacking. Il y en a pas tant que ça, en fait. Venez vous promener en centre-ville et vous comprendrez. Et puis, réaction également de Brigitte d'Anglette, ce qui pose question au fond sur les diverses interventions médiatiques de Tapie, c'est bien le dysfonctionnement judiciaire et la rupture incessante du secret de l'instruction. Alors, c'est pas faux, Jacques, c'est quand même qu'on suit en temps réel dans la presse et les journalistes font leur boulot, hein. C'est pas les journalistes qui sont en particulier le journal Le Monde, faut reconnaître Le Monde, t'as le compte rendu complet. Fabrice Lhomme et Gérard Davet font leur boulot. Ils sont en tête sans ballottage. Qui donne les infos? Mais faut lever, il y a plus. Maintenant le secret d'instruction ça n'existe plus. C'est bidon. Le secret d'instruction, mais moi je suis pas d'accord avec toi, il faut pas le lever, il faut le renforcer. Bon. Mais il faut mais comment on fait alors? Mais enfin écoutez, c'est impossible. Il n'y a plus aucune sérénité dans la justice. Bon. Tous les gens le constatent. On a une justice qui est rendue sur la place publique. Ce n'est pas normal. Gilbert, ce n'est pas tu normal. sais très bien que dans la pratique, ce n'est pas possible. Donne des solutions. Mais comment renforcer le secret de l'instruction? Mais la solution, c'est que s'il y a violation du secret de l'instruction, l'amende est à la charge du journal. Un point, c'est tout. Pourquoi le journal? Pourquoi le journal? Mais parce que si on n'est pas les journalistes ne sont pas tenus au secret d'instruction. Mais il faut. Attends, s'il ne me laisse pas parler, c'est sûr qu'il aura raison. Bon. Non mais Gilbert, les journalistes jusqu'à présent ne sont pas tenus au secret d'instruction. La partie civile n'est pas tenue. Les victimes ne sont pas tenues. Les avocats ne sont pas tenus. Ils sont tenus dans la mesure où ils concourent à l'information. Je connais les textes un peu quand même. Je suis toujours avocat, faudrait pas l'oublier. Bon, donc les journalistes, peuvent être éventuellement incriminés pour recel. Mais ça ne tient plus. Il suffit simplement de dire que pendant la période d'une instruction, on peut même faire des paliers dans l'instruction. Palier 1, palier 2, palier 3, tu vois, avec des niveaux de secret qui seront de moins en moins importants. Mais quand tu as une information qui est ouverte, si on veut que les juges soient sereins, je suis désolé. Tu sais très bien, Gilbert, que les affaires politico-judiciaires, souvent, n'arriveraient pas à l'oreille du grand public s'il n'y avait pas, justement, des journalistes. Alors, si je comprends bien, il faut acter. On les étoufferait. Si je comprends bien, il faut acter qu'on a une justice pourrie. Que s'il n'y a pas la presse, les magistrats font pas leur boulot. Non, les magistrats font leur boulot, sauf que au-dessus, il y a souvent des politiques. Il y a souvent des politiques au-dessus pour étouffer les affaires. Mais les politiques au-dessus pour étouffer les affaires, si les magistrats font leur boulot. Il y en a moins maintenant, c'est vrai, il y en a moins. On a l'impression que les magistrats font leur boulot. Restons sur ce que tu viens de dire, parce que ça, je l'entends tout le temps. Mais là-dessous, il y a quand même l'accusation que les magistrats ne font pas leur boulot et ne sont pas indépendants. Parce que s'il faut qu'il y ait le fouet médiatique pour qu'un juge fasse son travail, ça veut dire que le juge, s'il n'a pas le coup de pompe du journaliste, il fait pas le boulot. Jacques Maillot, Gilbert Collard, Claire Petit. Mais je pense qu'à mon avis, c'est bien qu'il y ait un coup de fouet de temps en temps. Mes chers grandes et pour les partis civils, reconnaissent des fois c'est pas mauvais qu'il y ait la presse. On laisse Bernard Tapie de côté. Et dans un instant, nous parlons d'Arnaud Montebourg qui propose de créer une compagnie publique pour exploiter le gaz de schiste. Les écolos sont furibars. À tout de suite sur RMC après les infos. RMC, 10h-13h. Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore. Alain Marchal, Olivier Truchot. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. Les grandes gueules. Les chômeurs en puissance. Les grandes gueules sur RMC jusqu'à 13h. Tout à l'heure, l'invité des grandes gueules sera Ingrid Betancourt. 5 ans après sa libération, l'ex-otage des FARC en Colombie est notre invité exceptionnel des grandes gueules, Ingrid Betancourt, tout à l'heure à 12h30. D'ici là, on va revenir sur le problème qui frappe les colonies de vacances en France. Elles sont désertées car jugées trop chères. Une députée propose de taxer l'hôtellerie de luxe pour sauver les colonies de vacances. Cette députée sera avec nous pour s'expliquer. D'accord ou pas avec cette proposition, le 32-16. Expliquez-nous pourquoi vous ne confiez plus vos enfants aux colonies de vacances. Et aussi, j'attends vos témoignages. Vous, les vrais auditeurs, parce que sur RMC, ce sont de vrais auditeurs. Allez, Claire Petit, Jacques Maillot et Gilbert Collard. Quoi de neuf au Pays d'Hollande? RMC, les grandes gueules. Moi, président de la République. Au Pays d'Hollande. Le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Quoi de neuf au Pays d'Hollande? Le ministre du redressement productif Arnaud Montebourg qui, une fois de plus, fait parler de lui à propos, cette fois-ci, du gaz de schiste. Lors d'une audition à l'Assemblée nationale hier soir, et à titre personnel, le ministre a souhaité la création d'une compagnie nationale publique qui pourrait donc gérer l'exploitation des gaz de schiste
en France, si bien sûr une technique non polluante était mise au point. Et alors là, ça déclenche la colère bien sûr des écologistes, notamment Jean-Vincent Placé, le sénateur Europe Écologie Les Verts, qui juge Montebourg nuisible pour l'écologie et le gouvernement. Alors c'est vrai que Montebourg, lui, il a le droit de faire des sorties comme ça, il risque rien, ce qui n'est pas le cas de Delphine Batho. Jacques Maillot, est-ce qu'il a raison Montebourg sur l'idée de créer un organisme public pour gérer le gaz de schiste en France? Je pense qu'il n'y a pas besoin de créer un organisme public. À mon avis, ce qui est important, c'est de faire de la recherche. Alors, parce que Total, par exemple, organisme privé, voudrait faire du gaz de schiste en France. Mais il a raison, Total. Mais la fracturation hydraulique, c'est interdit. Il y a même eu une loi qui a été votée en 2011 par l'ancienne majorité. Mais par contre, ce qui n'est pas interdit, c'est d'essayer de trouver d'autres solutions pour pouvoir exploiter le gaz de schiste. Donc que Total, entreprise, fasse des recherches, je trouve qu'ils ont raison. Donc là, Montebourg, d'ailleurs, a bien dit qu'il s'inscrivait dans le cadre de la politique du président de la République. Il a même fait référence au président de la République. Donc je trouve que Montebourg, il est vraiment tout à fait dans son rôle. Total, GDF, Suez... Il ne s'agit pas de faire ce qui a été fait aux États-Unis, mais enfin quand même, actuellement, il y a à nouveau de la croissance aux États-Unis. Ça porte la croissance américaine. Moi, personnellement... Toi, tu es pour le gaz de schiste? Mais moi, je suis pour le gaz de schiste. J'étais contre cette loi de 2011. Je trouve cette loi qui a été votée par Borloo-Sarko. Absolument, Borloo-Sarko. Et quand je Morizet, mais je l'oublie pas. Moi, je suis contre cette loi. Moi, j'assume. Je suis à fond pour le gaz de schiste. Et je suis à fond aussi pour l'expérimentation. Qu'on commence par faire... je comprends en même temps les écologistes. Mais ils sont pas clairs, les socialistes. Mais ça n'a pas échappé, je suis pas écologiste. Non, mais ils sont pas clairs, les socialistes. Non, mais ils sont pas clairs, les socialistes. Il y a une fois, ils nous disent pas de gaz de schiste, et puis une autre fois, on entend quand même l'un des ministres phares de ce gouvernement nous expliquer à l'Assemblée nationale qu'il est favorable. Clément Petit. Non, mais t'as compris, toi? Moi, j'ai compris qu'ils se moquent complètement de deux ministres écologiques et de tous les écolos. Si les écologistes en sont là où ils en sont, c'est tout simplement parce que le Parti socialiste les a soutenus, maintenus et mis hors de l'eau. S'il n'y avait pas eu Cohn-Bendit, ils n'auraient même pas fait 2%. Donc voilà. Donc là, ils leur ont fait croire en les recevant en début de semaine, donc parce qu'ils étaient un petit peu en colère, ils ont monté les grands dents. Puis après, on leur a dit, on les a reçus, on leur a ouvert un verre de champagne. Et le gaz de schiste, c'est favorable ou pas? Moi, je suis surtout favorable pour la recherche. Il est hors de question de se passer de quelque chose qui peut déjà nous faire des économies, créer de l'emploi, développer le pays. Évidemment qu'il faut trouver d'autres solutions, mais oui, je suis favorable surtout et avant tout à la recherche. À la recherche. Gilbert Collard. Moi, près de chez moi, dans le Gard, ils ont fait de la recherche pour trouver du gaz de schiste à 150 mètres de mon pré. Ce qui faisait du reste que la nuit, on avait tout l'espace nocturne illuminé par le puits. Et je dois dire que ça m'enchantait pas quand même, sauf si j'ai du gaz de schiste dans ma propriété. Alors là, évidemment, donc l'extraction, on en veut, mais pas chez soi. Mais voilà. Mais le blé, je vais être pas de langue de bois. Hein. Bah oui. Je vais être très franc. Allez extraire votre gaz de schiste ailleurs. Hein, voilà. Bah oui, c'est ça. Oui, mais Jacques, parce que on nous dit par exemple que l'Île-de-France regorge de gaz de schiste. Un mot en particulier, par exemple, chez Jean-François Copé. Chez Copé, là, il y a quelque chose à faire. Dans son jardin. Ouais, enfin, en même temps, ça fait peur quand tu regardes les reportages qui ont été réalisés aux États-Unis sur les dégâts. Vraiment, mais sous terre, des dégâts qui ne sont pas réparables. Dans les Pyrénées-Atlantiques, à Lac, le gaz de Lac, on l'a fait par la fracturation hydraulique. C'est vrai. On peut pas dire que dans la région, que ce soit catastrophique, les conséquences de la fracturation hydraulique à Lac. Ouais, mais c'est sur des années qu'il y a qu'à en parler il y a qu'à interroger les parlementaires des Pyrénées-Atlantiques. Ils ont tous soutenu à l'époque. Sans exception. Jean Lassalle, notamment. Absolument. Et à Bayrou. Donc Montebourg, les écolos, ça continue. Mais de toute façon, c'était pas gratuit. Et comme il va pas se faire tirer les oreilles, c'est tout simplement, évidemment. Et peut-être qu'il rend service d'ailleurs. Je reste, oui. Et je reste persuadé qu'on l'aura, et avant la fin du quinquennat de Hollande, il y aura des recherches, il va revenir sur sa position, et ça sera uniquement de cette façon-là qu'il pourra être réélu. Ça peut être une chance pour Hollande. S'il veut terminer le mandat avec un convenable, il faudrait de faire du gaz de schiste. Ça pourrait quand même. Comme il n'arrive pas à réduire les dépenses, il pourrait enfin créer de l'emploi. Ça serait une bonne nouvelle pour Hollande. Là, il va se fâcher donc avec les écologistes. C'est pas grave. Absolument. Bon, très bien. Il faut une nouvelle synthèse. Au pays d'Hollande, quoi de neuf? Eh bien, il y a cette menace sur le taux du livret A. Le gouverneur de la Banque de France a évoqué hier un possible abaissement du taux du livret A que les Français adorent à 1,25%, voire 1%.
le ministre de l'économie réserve sa décision. Alors on dit que le gouvernement pourrait trancher à 1,5. Le taux est à combien là en ce moment? 1,75 depuis le mois de février. Pourquoi il doit baisser? Quels sont les arguments du gouvernement de France? L'argument du gouverneur, ça c'est mathématique. L'inflation est à 0,8, donc c'est indexé sur l'inflation. Et puis il faut connaître que les taux interbancaires n'ont jamais été aussi bas. Donc c'est finalement une moyenne entre les taux interbancaires et l'inflation. Et un peu en plus quand même, si par exemple on descend qu'à 1,5 point, il faut rappeler aussi que quand même après la Caisse des dépôts finance le logement social. Donc à la fois il y a deux problèmes qui sont opposés. À la fois la rémunération pour les Français et en même temps quand même le financement du logement social. Mais à mon avis, les Échos annoncent ce matin, apparemment ils sont bien informés, qu'il va y avoir un compromis à 1,5 point. Donc 1,5 point, c'est quand même beaucoup mieux que l'inflation. Et il faut rappeler que depuis qu'Hollande est là, on peut mettre plus d'argent sur son LDD et plus d'argent sur son livret A. Jusqu'à 15 300, c'est ça? Oui, normalement, exactement. À condition qu'on ait de l'argent. Maintenant, un peu plus, ça c'est vrai, un peu plus de 20 000. Un peu plus d'1 000. Et le LDD, maintenant, on peut mettre 12 000 euros. C'était 6 000. Maintenant, le livret de développement durable peut mettre 12 000 euros. Et à la fin, normalement, du quinquennat, ça sera 2 fois 15 300 euros. Sincèrement, si c'est à 1% ou à 25%, autant retirer son argent et faire autre chose avec, hein. Bah oui. Non, si Gilbert. c'est 1,5 point, c'est mieux. Attends, 1,5 point, c'est quand même. C'est ça ou les contrats d'assurance vie, hein. Oui. Non, mais de toute façon, attends, c'est carrément hypocrite. Hein. Là, on a besoin d'argent, et ben oui, qu'on le baisse à 1,25. Franchement, ça te rapporte tellement peu, mais ça peut pas rapporter plus à l'État. On met pas trop, on place pas tellement son argent pour qu'il nous rapporte là. C'est surtout une garantie, on l'a pas sous les matelas, on a son petit livret de caisse d'épargne. À condition qu'on n'ait pas une saisie conservatoire. Hein. Oh, arrête. De toute façon, c'est les conservatoires, si t'es pas les Français ils sont très attachés, il y a plus de 60 millions de livrets A. Mais oui, mais c'est pas pour ce qu'ils rapportent. Je suis désolé, pas pour ce qu'ils rapportent. Oui, je crois que c'est plutôt l'histoire du bas de laine. C'est vraiment le bas de laine, plutôt que de l'avoir sous le matelas, on le met là-bas. Donc, que l'État, pour une fois, ait du courage en disant non, on a besoin d'argent, donc on le baisse à 1,25. En même temps, vu les codes de popularité de François Hollande et du gouvernement, ils peuvent y aller, hein, il risque plus rien. Il peut y aller à fond là. Ils ont qu'à suivre le gouverneur, ils devraient le mettre à 1% là. De toute façon, si la on décision, veut financer le logement social à fond, ça serait 1% l'idéal. La décision, ça sera pour le mois d'août, hein, un peu comme d'ailleurs toutes les mauvaises nouvelles, puisque les tarifs d'électricité augmentent également au mois d'août. Enfin, c'est toujours bien. Tu te rends compte qu'il y a plus de 200 nouvelles, je crois qu'il y a 240 nouvelles taxes qui ont été imposées. Les taxes, c'est maintenant. Ouais. Les taxes, c'est un bon slogan, ça. Non, mais là, c'est. Alors là, permets-moi de m'incliner avec admiration. Non, mais attendez les hommes là. Arrêtez l'humour. Là, c'est vraiment. Arrêtez l'humour, c'est l'humour qui nous sauvera. C'est vraiment sur le pouvoir d'achat du Français. Et là, il commence à souffrir. On commence à souffrir énormément. Ce n'est plus possible. Claire, ce n'est plus possible. Par rapport au président Hollande. Je sais, mais pensez quand même là à tous ceux qui ont du mal à payer. Vous dites du mal du gouvernement et du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. On a trouvé un internaute qui est fou d'amour pour notre Premier ministre. Écoutez, il en a fait une chanson. Voici Jean-Marc Ayrault, l'inconnu de l'équation, déboulé à Matignon, en toute discrétion. De longues années de labeur ont fait de lui l'homme que pouvait attendre tout le pays. De longues années de labeur ont fait de lui l'homme que pouvait attendre tout le pays. Fallait voir la tête de Monsieur Fillon lorsqu'il a dû quitter sa jolie maison. Bon, la chanson française ne sera pas révolutionnée par cet internaute, soyons clairs. Non. Mais bon, on voit bien quand même qu'il y en a un au moins qui aime bien le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Il veut même que Jean-Marc devienne président de la République. Pourquoi pas? Mais tout est possible. Un soutien se réserve pour le Premier ministre. Mais à Nantes, il est encore populaire, le Premier ministre. Oui, nous étions à la FNAC de Nantes et on a un peu jugé de sa popularité. Absolument. Oui, moi, quand je suis allé à Villeneuve-sur-Lot, j'ai vu aussi qu'il y en avait un qui avait encore énormément de popularité. Et c'est pas pour ça que c'était le meilleur ministre que nous Cahuzac. Oui. Donc voilà, tu sais, il faut quand même pas oublier qu'un maire aussi, et puis qu'un élu peut donner par pas mal de subventions et d'aides. Ça aide beaucoup à être populaire. Voilà. On achète les voix? Ah oui, carrément. Petiot aussi avait été élu maire. Hein. Je parlais avec le docteur Petiot. Non, mais Petiot avait été élu, il avait été conseiller général. Non, mais je suis en train de lire l'histoire de son procès qui est extraordinaire du reste. Hein. Tu sais qui c'est Petiot? Oui, non, mais de là. Quel est le rapport avec Jean-Marc Ayrault? Non, mais par contre, puisqu'on parle de Premier ministre, moi je verrais bien comme Premier ministre Le Foll. Je l'ai entendu encore ce matin.
Eh bien là, chez Jean-Jacques Bourdin. Stéphane Le Foll, le ministre de la Culture. Oui, Le Foll est vraiment dans le temps. Vraiment. Non, mais. Et tu l'aimes bien, Le Foll? J'aime bien, voilà. Franchement, il parle vrai. Mais non, mais c'est le côté de Thierry Lafronde qui l'émeut, là. C'est ça. Non, pas du tout. Attends, si on regarde, je suis désolé, je suis pas socialiste. J'y serais pas. Ce gouvernement ne me convient pas du tout. Je n'ai pas voté. Il se prend pour Thierry Lafronde, je t'assure. Mais s'il y en a un dans l'équipe. T'aimes bien Le Foll? Voilà. Moi, j'aime bien. Alors, du moment que Claire aime bien Le Foll, tout est dit. Est-ce qu'il est sur la liste de Claire transcende, quoi. Est-ce qu'il est sur la liste des premiers ministres? Il est toujours sur la liste. C'est vraiment un des plus là-dessus. En plus, c'est un des plus proches. Lorsque François Hollande était à 1%, il y y avait Le Foll qui était dans le pourcent. C'était son directeur de cabinet. Il a quelque chose. Mais c'est vrai, mais il parle vrai. Cela étant dit, ça changera un peu. Dans le domaine les agriculteurs sont pas tout à fait contents de Le Foll. Oui, ça c'est autre chose. Mais quand même, une petite parenthèse. Je crois pas que ce soit un très bon ministre, mais il n'est pas désagréable. Quand il s'exprime à l'Assemblée, il est clair, il est direct. Pas prétentieux. Pas prétentieux, non. Bon, il a un peu ce côté Thierry Lafronde. Oui, non, mais bon, voilà. Peu importe. Bon. Alors, c'est pas Petiot, c'est Thierry Lafronde. Deux références du matin de Gilbert Collard. Jean-Marc n'est pas prétentieux, hein. Non, il est pas prétentieux. Non, mais il est transparent. Jean-Marc Ayrault, c'est une gomme ambulante. Tu dirais, il disparaît dès qu'il apparaît. Non. Ah mais c'est vrai, Jean-Marc Ayrault, une gomme ambulante, Jacques. Non. Mais écoute, alors là, je me le dis avec beaucoup de gentillesse, parce que attention à la vacherie. Non, il n'y aura pas de vacherie, parce que j'ai cet homme dans sa fragilité m'émeut un peu. Quand il se lève, quand il se lève à l'Assemblée pour prendre la parole, t'as pitié. Presque. Tu vois, t'as la vacherie à l'arrivée. Non, mais je dis la vérité. Bon, quand il veut marteler ses mots, on a l'impression qu'il met des chaussons de danseuse à ses mains, tu vois. C'est pénible à voir, quoi. Il a, pour moi, mais je m'en excuse parce que je suis de parti pris et j'ai tous les défauts, mais il a pas d'autorité, quoi. Il a pas l'autoritas romaine. Allez, au Pays de Lande, il y a plus sérieusement un plan d'urgence pour former 30 000 chômeurs qui a été mis sur pied par l'État et les partenaires sociaux. Ils se sont mis d'accord ensemble pour dégager 185 millions d'euros afin de financer ce plan d'urgence qui vise donc à former 30 000 chômeurs de plus en quelques mois sur des emplois vacants. Toutefois, au moment où on parle quand même de la formation professionnelle, où on dépense déjà des sommes hallucinantes, on vient rajouter 185 millions parce que il y aurait 30 000 chômeurs qui seraient pas encore bien formés, Jacques. Et moi, je trouve quand même qu'on marche sur la tête. Pourquoi ces chômeurs ne sont pas formés? Pourquoi faut-il encore mettre de l'argent supplémentaire, l'argent de l'État, hein, c'est nos impôts, alors qu'on dépense déjà des sommes hallucinantes pour cette formation, Jacques? Mais je pense qu'en effet, la première chose à faire, c'est de faire une véritable réforme. Olivier est entièrement raison de la formation professionnelle. Il y a eu une réformette qui n'a rien donné déjà, qui a été faite en 2009. Faut vraiment réformer. On constate que la formation professionnelle, d'ailleurs, on s'occupe pas des chômeurs. Elle profite essentiellement aux salariés. Des gens qui sont déjà en place. Elle profite surtout au financement des syndicats, aussi bien le MEDEF que la CGT, la CFDT, l'ensemble des partenaires sociaux. Quand tu vois certaines formations dans les boîtes, ça fait doucement rigoler. Donc là-dessus, il faut vraiment qu'on ait une véritable réforme de la formation professionnelle. Et je trouve en effet scandaleux, on mobilise d'abord de l'argent que nous n'avons pas. Ça comme d'habitude. On vous sort d'où viennent les 55 millions d'euros. On sait pas. On sait qu'il y a 20 millions qui viennent quand même de l'Europe, c'est tout. Il y a 20 millions qui viennent du Fonds social européen et en dehors les autres on sait pas. Les autres on sait pas. On va mettre à contribution les collectivités territoriales, je vois pas bien comment, puisque actuellement on est en train de réduire les dotations aux collectivités territoriales. Donc là-dessus, ça serait bien que le président Hollande, qui va finalement prendre la parole au 14 juillet, puisse donner des informations précises à l'ensemble de nos compatriotes. Alors qui sont ces 30 000 chômeurs donc qu'il faut former rapidement à des emplois vacants? Ce qu'il faut surtout et avant tout, c'est déjà réformer les propres formateurs. Je suis désolé. Il faut former les formateurs. Évidemment. Attends, quand tu vois que normalement le chômeur devrait, dès qu'il prend sa carte, dès qu'il se retrouve au chômage, il aurait dû être formé pendant toute son temps de salarié. C'est pas fait. Tous nous avons eu le droit à nos entreprises qui nous ont envoyés en stage de formation. On en ressort en se disant mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'est emmerdé. On aurait pu apprendre aux formateurs ce qu'était que le métier. Ils ne le savent pas déjà. Donc ça devrait être vraiment dans les chambres de commerce et les chambres des métiers que les adultes devraient être reformés là. Il va falloir qu'il y ait un texte, un examen pour que les entreprises qui forment soient vraiment reconnues et eux-mêmes des professionnels. Sinon tout ça c'est de l'argent foutu en l'air. C'est de l'argent foutu en l'air. Mais oui, parce que personne ne ressortira formé. Qui va les former? Où? Quoi? Comment? Il faut une annonce là.
sans savoir. On n'a même pas vu quel métier il fallait, là où il y avait des demandes, combien il fallait former les gens, qui allait les former, qui était compétent. Je suis désolée, moi j'ai été artisante. On m'a demandé de prendre des jeunes en formation. Je suis désolée, je ne suis absolument pas capable d'apprendre le métier. J'allais pouvoir l'avoir. Si je voulais, je pouvais. Gilbert Collard, écoute, cet argent qu'on trouve par miracle. Bon, d'abord, là, je suis absolument d'accord avec mon adorable et vieil ennemi Jacques. Hein. Et moi pas. Mais toi, je suis... Ne provoque pas. Presque souvent d'accord avec toi, tu comprends. Mais là, sur ce sujet, non. Si. Non, d'abord, on essaye de mobiliser ce qui est comique, ce qui est sinistrement comique, un argent qu'on n'a pas. Et des formateurs qu'on n'a pas non plus. Des formateurs qu'on a, et une formation surtout pour ceux qui ont interrogé des gens qui l'avaient pratiqué, qui ne sert à rien, quoi. On se demande du reste si ces métiers de formateurs sont pas des espèces de prébendes, quoi, tu vois, des copains qu'on case là et qui n'ont pas la formation pour former, hein. Et qui facturent énormément cher. Et qui facturent énormément cher, ça c'est très vrai. Mais quand même, donnez-moi du boulot et je diminuerai des chômeurs. Bon, il faudrait quand même qu'on en arrive. Eh oui, s'il y avait plus de boulot, il y aurait moins de chômeurs, clair. Non, mais attends, c'est tellement stupide ce que t'as fait. Mais non, c'est pas stupide. Non, mais j'entends bien, mais d'une manière générale, si on commençait à défendre notre pays, sur le terrain du travail, bon, si on faisait en sorte qu'il y ait un peu de préférence nationale, bon, on aurait moins de chômeurs et les gens auraient plus de travail. Seulement, personne ne veut l'entendre, ça. Personne n'a le courage de l'entendre. Et là aussi, je vais te dire aussi, au lieu d'envoyer tous les jeunes au baccalauréat, là, il y en a qui feraient finalement des BTS extrêmement précis et concrets qui débouchent tout de suite vers la vie active. Mais le BTS, c'est après un bac pro. C'est vrai. C'est un bac pro. C'est un bac pro. Monsieur le maréchal, revenons à l'apprentissage. Mais il y en a de plus en plus des bacs pro. C'est vrai, ça se développe. Quand on parle du bac, il faut pas oublier le bac pro. Bien sûr. Allez, pour faire plaisir à notre réalisateur qui aimait beaucoup le roi du bal musette. Ah, moi j'adorais. André Verschuren et Gilbert Collard aussi. André Verschuren qui a fait danser des millions de Français et pas seulement Jacques Maillot au rythme de son accordéon pendant plus de 50 ans. Ah, voilà un homme qui a travaillé jusqu'au bout. Il faisait des galas jusqu'à 91 ans, il est mort à 92 ans, c'est formidable ça. Et puis, alors, ça pour nos retraites c'est bien ça. Écoute, réhabilitons l'accordéon, comme disait Léo Ferré, le playel du pauvre. Le playel du pauvre. Et alors il y en a une qui fait la tête, c'est Claire au petit. Toi l'accordéon c'est pas ton truc. C'est une bourge, c'est sûr. Mais alors vraiment ça m'a jamais ému. Ah mais rien. écoute, je suis désolé. T'as le droit. Hein. Par contre, j'avais non, pas du tout. Simplement moi. Tu préfères l'orgue, le clavecin. Par contre, ma grande sœur qui adorait l'accordéon. Voilà, j'ai une petite pensée pour ma grande sœur qui n'est plus Jacqueline. Et puis voilà. Mais moi vraiment, oui, qui adorait ça. Mais tu sais que je travaille en écoutant de l'accordéon, moi. Oui, bah c'est peut-être aussi pour ça que t'arrives pas toujours à gagner. Peut-être pour ça que c'est des problèmes psychiatriques, c'est ça. Et toi, quel est ton instrument préféré en dehors de la flûte? Si je te disais. Le pipeau, oui, c'est ça. Déjà, Giscard va pouvoir remplacer André Verschuren. Verschuren, ça a été une star. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, le Tour de France, il faut rappeler que ça a été une méga. Il a vendu des millions et des millions d'albums, Verschuren. Est-ce que je peux avoir une pensée réparatrice? Oui, vas-y. J'embrasse Yvette Horner, dont le talent est immense, qui vraiment a fait, elle aussi, de l'accordéon, le playel du pauvre. Bravo Yvette. Et Verschuren, ça c'est la France. C'était un résistant, hein, je crois. Verschuren, oui, tout à fait. Il a été à Drancy, etc. Tout à fait. Il a un sacré parcours. C'est un peu une part de notre histoire, en fait. Verschuren, qui est mort donc à l'âge de 92 ans. Alors là, on vient d'écouter le Saint-Hubert. Hein, c'est l'un de ses tubes. La Saint-Hubert, pardon. Et il y avait aussi les fiancés d'Auvergne, pour ceux qui se souviennent. Et puis il y avait aussi le chouchou de mon cœur. On peut l'entendre, ça, non? Est-ce qu'on a ça, le chouchou de mon cœur? Mais non, Thibaut, il y a une musique. Faut pas trop lui demander non plus, vous savez. Parce que comme il va réaliser jusqu'à 91 ans, Thibaut. Alors si tu veux, il se ménage. Il a trouvé un titre de Verschuren, c'est déjà énorme, vous savez. Oui. Bravo Thibaut. Allez Thibaut, le chouchou de mon cœur, Thibaut. Dans un instant, les colonies de vacances. Dans un instant, les colonies de vacances, ça fait partie aussi de la France de Verschuren, les colonies de vacances. Sauf que les colonies de vacances sont désertées parce qu'elles sont trop chères. Une députée propose de taxer les hôtels de luxe pour les financer. D'accord, pas d'accord, à tout de suite dans les grandes gueules. RMC, 10h, 13h, Olivier Truchot et les grandes gueules. Les grandes gueules avec Claire Aupetit, notre commerçante, Gilbert Collard, le député, et Jacques Maillot. Les colonies de vacances en passent d'être désertées.
On fait partie d'une catégorie sociale, classe moyenne. On paye pour envoyer nos enfants en vacances. C'est un coût. Et finalement, c'était moins cher d'aller avec les parents en vacances que les parents d'un côté et les enfants de l'autre. Faut choisir, donc je préfère rester avec mes enfants. Autant rester à Paris pour voir mes potes, pour jouer, au lieu de partir avec des gens que je connais pas, etc. etc. Faut créer encore des liens, etc. Donc, non. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça La colo qui a connu son heure de gloire, eh bien, semble-t-il, c'est terminé. Le feu de camp, les veillées, Pierre Perret, tout ça, c'est passé de mode, c'est trop cher. C'est même trop cher pour les classes moyennes qui pourtant constituaient le gros des troupes, près de 500 € par semaine et par enfant. Et donc, il faut changer. C'est ce que préconise une députée qui sera avec nous dans un instant, députée UMP du Doubs, et qui propose notamment de créer un fonds national financé par l'hôtellerie de luxe pour sauver nos colonies de vacances. Pourquoi c'est devenu trop cher, Jacques, les colonies de vacances? Mais moi, je comprends pas pourquoi je vois le prix de 400 à 600 € par enfant. Oui, en moyenne, 500 €. Oui. 500 €. Je vois quand même, par exemple, les centres aérés, qui marchent vraiment, les centres de loisirs qui marchent très très bien. Les prix, là, sont aux alentours de 35 €. Et tu parlais de veiller, dans ces conditions, si on peut parler en colonie de vacances, il y a qu'à aller à Canscout. Alors, de ce côté-là, là, pour les prix, c'est 10 à 15 € par jour. Alors, j'en connais que c'est pas les mêmes conditions, c'est pas le même confort. Toi, t'as été scout, toi? Absolument. Non, mais je trouve que là, c'est un problème de prix. Alors, et je trouve quand même cette proposition, alors tout de suite une taxe. Franchement, lorsqu'un responsable politique n'a pas d'idée, la grande imagination, c'est encore une nouvelle taxe. Tu vas le dire à Madame la députée. Je pense, en vrai, je suis contre cette taxe. Annie Genevard est avec nous. Annie Genevard, avant d'écouter Gilbert Collard et Clément Petit. Bonjour Madame la députée du Doubs. Bonjour. Et maire de Morteau. Oui. Et tout de suite, ça ouvre l'appétit. Oui, du coup, il y a le silence. Oui, non, on n'avait pas compris. Excusez-moi. Toi, t'avais pas compris. Mais le problème, ils sont pas rapides ce matin autour de la table. La saucisse, La saucisse de Morteau. Voilà. La saucisse, bon. Je suis désolé, Madame députée, ça va pas vite dans le studio aujourd'hui, mais on vous appelle pas pour parler de la saucisse de Morteau, mais pour essayer de comprendre pourquoi vous faites cette proposition de taxer le luxe pour sauver finalement nos colos. Alors écoutez, je crois qu'il y a une petite confusion. Quand il y a un rapport de mission parlementaire, il y a un président et il y a un rapporteur, qui ne sont généralement pas de la même sensibilité. Donc moi, je présidais cette mission, mais le rapporteur a fait 21 propositions avec lesquelles je ne suis pas en accord, et notamment sur cette question de la taxation de l'hôtellerie de luxe. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Et je la conteste parce que il me semble que depuis un an, chaque fois qu'on a dans notre pays un problème de financement, eh bien, on y répond par un impôt supplémentaire. Sur les entreprises cette année, c'est plus de 20 milliards qui ont pesé, quasiment autant sur les particuliers. La fiscalité ne peut pas être la réponse automatique à tous les problèmes de financement. J'ajoute que l'hôtellerie, le tourisme en général, c'est un atout formidable de la France. La France reste de loin la première destination touristique mondiale, 83 millions de visiteurs internationaux. Pas en chiffre d'affaires, au nombre de visiteurs, soyons précis. Oui, en chiffre d'affaires, on est derrière les États-Unis et l'Espagne. Oui, sans doute, mais ça veut dire qu'on donne un très mauvais signal aux touristes étrangers en leur disant si vous venez en France, vous allez être taxé. Donc moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais alors moi, je voudrais comprendre pourquoi les colos qui ont connu un âge d'or, d'ailleurs, on a tous été un jour ou l'autre en colo, gamin. C'était toutes les classes finalement étaient représentées. Pourquoi aujourd'hui ça ne marche plus? Eh bien, ça ne marche plus pour plusieurs raisons. D'abord parce que les temps ont changé, les familles ont d'autres attentes. Les enfants eux-mêmes, quand ils sont interrogés, ne veulent plus partir loin et longtemps de chez eux. Les enfants sont placés toute la journée en collectivité. Oui. Avant l'école, à l'école, et on peut comprendre qu'ils en aient assez. Voilà. Ils veulent être un peu avec leurs parents. Les enfants n'en veulent plus. Les parents hésitent à laisser partir leurs enfants loin et longtemps parce qu'ils craignent toutes sortes de dangers. Et puis la troisième raison, c'est que les pouvoirs publics, et notamment la Caisse nationale d'allocation familiale, a cessé d'encourager des parents en colo au profit d'autres formes, des accueils à la journée ou des courts séjours ou l'accueil de la petite enfance. Demain, avec les rythmes scolaires, il est à craindre qu'une bonne partie des fonds de la Caisse nationale d'allocation familiale aille sur la prise en charge du périscolaire. Oui, mais alors, est-ce qu'il faut le regretter
la fin de l'âge d'or des colos, parce que ça serait quand même bien de réhabiliter les colos, ou au contraire, il faut passer à autre chose? Eh bien, moi, je crois que il faut pas. Il y a deux choses qu'on peut dire. Hein. Les vacances familiales progressent. Elles sont passées de 80 à 86% d'enfants et de jeunes qui partent en vacances avec leur famille, et c'est bien. Et c'est une bonne chose. Oui, mais il les faut colos, s'en c'est réjouir. aussi permettre de se détacher un peu de la famille, de découvrir autre chose. La colo, elle a son utilité parce qu'il y a quand même encore 3 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances. C'est beaucoup trop. Et puis parce que la colo, elle apporte effectivement quelque chose de différent. Elle apprend la vie avec les autres, elle apprend l'autonomie. Donc c'est quelque chose, mais il faut la penser avec un regard du 21e siècle. On n'est plus dans la séquence nostalgie des jolies colonies de vacances. C'est plus Pierre Perret. Et aujourd'hui, il faut savoir répondre à un besoin social. Il y a un point qu'a révélé cette mission tout de même, et qui est assez intéressant de mon point de vue, c'est que aujourd'hui, vous avez des enfants des classes de milieux socialement très fragiles qui sont l'objet d'aide. Vous avez les milieux d'enfants favorisés qui peuvent partir, et vous avez un grand absent des colos, c'est une fois de plus les classes moyennes, dont on s'aperçoit que eh bien elles sont vraiment les parents pauvres de toutes les politiques publiques. Ah bah les classes moyennes, elles sont toujours oubliées, oui. Elles n'ont droit à rien, et ça c'est très préjudiciable parce que d'une part la colo, c'était la force de la colo d'autrefois, c'est qu'elle mélangeait les enfants et les classes sociales. Donc là il y a plus ce mélange des classes sociales, et c'est dommage. Et d'autre part, les organisateurs de séjours collectifs, et pour équilibrer économiquement leur séjour, ils ont besoin de toutes les classes sociales. Et là, je pense qu'il y a vraiment à réfléchir sur cette question. Claire Aupetit. Non, mais, effectivement, mais ce qu'il y a, le gros problème, c'est que pour la plupart des colonies, déjà, c'est 3 semaines, c'est beaucoup trop long. S'il y avait des coupures, justement, avec un relais tous les 10 jours, ça se serait. Il y aurait certainement beaucoup plus de demandes. Oui. Les enfants accepteraient plus facilement, les parents auraient plus les moyens, et il ne faut pas oublier non plus, si on laisse à part les familles, il faut aussi savoir que les colonies de vacances permettent à beaucoup de villages d'exister encore. De vivre. Sans colonies de vacances, le village mourrait, parce que ça fait aussi travailler énormément les agriculteurs, ça fait travailler toute la région, et là il y a. Oui, parce que quand tu vas en colonie, il faut que tu ramènes quelque chose pour tes parents, donc t'achètes mais même attends, les enfants, il faut les nourrir. On va faire les courses automatiquement, les colonies prennent chez l'agriculteur du coin, etc. Donc là, il faut vraiment arriver à faire des coupures. Tu as été en colonie, toi, Claire? Alors moi, j'ai toujours été en colonie, mais parce que j'ai eu une chance incroyable. Maman, qui pouvait pas nous payer les vacances, eh bien, elle était cuisinière à ce moment-là, et elle ne nous aurait jamais laissé partir, ma sœur et moi. Donc, pour mieux nous surveiller, alors pas pour qu'on fasse des bêtises, elle n'avait pas confiance déjà à l'époque. Donc voilà. Donc j'ai toujours eu la chance d'avoir maman avec nous qui nous faisait la cuisine. Dans les colonies? Dans les colonies. Elle, comme ça lui payait aussi. Ça payait les colonies. Et en même temps, Et Gilbert, est-ce que tu as été dans les colonies, Gilbert? Écoute, moi j'ai été pensionnaire à l'âge de 8 ans. Ah oui. J'en suis sorti à 17 ans. C'est donc ça, alors. Chez les pères maristes. Oui. On portait l'uniforme des officiers de marine. C'est donc ça. J'imagine que quand j'avais 2 mois de vacances, je préférais ne pas repartir dans une colonie pénitentiaire. Hein. Oui, c'était pas forcément. Ma fille n'a jamais été en colonie, par contre. Bon alors, quelle solution? Une solution, Madame la députée, pour sauver nos colonies, puis surtout pour attirer. Quand tu dis sauver nos colonies, j'ai envie de t'aimer, tu vois. Le temps des colonies. Non, mais pour aussi permettre aux classes moyennes de participer aux colonies de vacances. Déjà, on a fait le constat, et il faut en tirer les enseignements, et il faut se donner des objectifs. L'objectif est de retrouver de la mixité sociale et de faire que les classes moyennes puissent à nouveau accéder à ce type d'action. Alors moi, j'ai fait une proposition. J'ai fait une contre-proposition. Plutôt que de taxer les entreprises, de luxe, de taxer la clientèle, mais c'est quelque part indirectement fragiliser les entreprises. Moi, je propose que on puisse ouvrir la notion de mécénat
au champ social. Vous voyez, les entreprises peuvent choisir pour des questions d'optimisation fiscale de rénover des bâtiments de prestige. LVMH pourrait financer des colonies de vacances. Eh bien, on pourrait imaginer que là où une entreprise est installée sur son territoire, elle conduise une opération de mécénat social si elle le souhaite. C'est laissé à la libre appréciation des entreprises. Et à ce moment-là, on peut cibler effectivement les enfants défavorisés, mais aussi les classes moyennes. Ça peut être une piste de travail. L'autre piste que je préconise, c'est de ne pas écarter les acteurs privés du tourisme, de ces jeux. Excusez-moi, Madame la députée, par contre, vous parlez de quelle colonie? Parce que vous avez des colonies quand même, des entreprises, ne serait-ce que de l'EDF. Qui envoient leurs enfants. Elles sont vraiment pas chères du tout. Moi, je ne parle pas de celles-là qui existent et qui marchent bien. Vous évoquez Michelin, par exemple, fait un travail exemplaire, mais avec les enfants de l'entreprise Michelin. Moi, je préconisais que on aille plutôt, et par le biais du comité d'entreprise, moi je préconise plutôt une opération de mécénat, mais qui s'adresse pas aux enfants des salariés de l'entreprise, mais plutôt au territoire où elle est implantée, ou sur un territoire qu'elle choisirait. Voilà, ça c'est une façon d'associer l'entreprise sans la contraindre par... Non, ça y est, on va s'arrêter là. Merci Madame la députée du Doubs, Annie Genevard, et maire de Morteau, donc, pour ces propositions. Alors maintenant, moi je vais écouter les parents. Est-ce que vous avez peur d'envoyer vos enfants en colonie? Oui, et pourquoi? Le 32-16, à tout de suite sur RMC dans les grandes gueules. RMC, 10h, 13h, Olivier Truchot et les grandes gueules. Et dans moins de 10 minutes, le match des GG dans les grandes gueules. Et oui, 2 équipes vont s'affronter avec vous, 32-16. Il y aura le pack été des GG à gagner, notamment une magnifique serviette de bain pour profiter de la plage. Oui, non mais Gilbert, c'est un beau cadeau. Mais pour cela, il faut gagner le match des GG dans 10 minutes. Alors, les colonies de vacances, faut-il les sauver? Pourquoi les Français boudent de plus en plus l'écolo? Nous sommes avec Jean au 32-16. Bonjour, bienvenue dans les grandes gueules, Jean. Oui, bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Est-ce que vous envoyez vos enfants en colo? Mes enfants, non, mais moi j'étais pendant 17 ans animateur dans des centres et des colonies de vacances. Oui. Et pendant 17 ans, on a vu de plus en plus les normes françaises un peu, à chaque fois déborder sur les colos, quoi. Par exemple, quelles normes? Quelles normes? On faisait notamment un camp tipi, un camp indien pour les enfants. Ils n'avaient pas le droit de dormir dessous parce que c'était de la toile, parce qu'il fallait pas faire de feu, parce qu'ils peuvent prendre une écharde dans les doigts. On avait un camp aussi pêche. On sait jamais, dans les petites rivières où il y a 20 cm d'eau, ils peuvent se noyer. Oh là là. Et à chaque fois, moi je peux vous dire, pendant 17 ans, on a eu des contrôles de jeunesse et sport en France, et jeunesse et sport nous a emmerdés pendant 17 ans. Et j'ai pas honte de le dire. Vous dites en gros que c'est le ministère jeunesse et sport qui tue les colos avec des normes qu'il faut appliquer et on peut plus rien faire maintenant. Mais moi je peux vous dire qu'aujourd'hui vous pouvez plus rien faire. C'est pour ça que vous emmenez pas vos enfants. Ça n'a rien à voir avec l'inscription. Là, vous, c'est ce que vous vivez en tant que responsable. Mais ça n'a rien à voir. Oui, ça n'empêche pas de pas les raisons. Si vous voulez, les parents sont liés à un clair. Les parents sont liés à ça. Parce que quand ils vont chercher sur Internet, moi, je prends un camp. J'étais spécialisé dans l'animation Tipeee, etc. Vous prenez un camp. On vous dit, si peut pas dormir dedans, oui, c'est pas la peine. Vous pouvez pas planter des tipis parce qu'ils peuvent pas dormir dedans. Les Indiens, ils faisaient des feux. Vous pouvez pas faire un feu parce que vous allez, alors que ça fait, moi j'ai 40 ans, ça fait 40 ans que je fais des feux, j'ai jamais foutu le feu à 3000 mètres carrés de forêt. Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est bien joli de dire les colonies, elles sont en train de mourir, mais il faut que le ministère de Jeunesse et Sport y mette aussi de l'eau dans son vin. Il a pas tort, Jean, Gilbert. Mais enfin, messieurs les députés, c'est aussi un peu de votre responsabilité. Vous votez des lois, des normes. On peut plus rien faire. Tu as raison, mais tu te rappelles ce que disait un conseiller de Pompidou, ce que Pompidou avait dit à un de ses conseillers, arrêtez d'emmerder les Français. Voilà. Ça remonte à Pompidou. On n'arrête pas de voter des... Écoute, le matin quand tu te lèves, que tu poses le pied sur le sol, tu peux te dire que tu es déjà en infraction, quoi. Il y a bien quelque chose que tu as fait que tu n'aurais pas dû faire en te levant, tu vois. Bon, c'est un pays de fous
on est dans une espèce de carcan normatif. On ne peut plus rien faire dans ce pays. Oui, mais alors, attendez, soyons pas hypocrites. Si jamais, Jean, il se passe un problème dans votre colo, vous aurez les parents d'élèves qui vont débarquer avec un avocat, une association et compagnie, et voilà. Les journalistes, bien évidemment. Les journalistes. C'est la faute des journalistes. Toujours. Je n'ai pas dit que c'était la faute des journalistes. Les journalistes créent l'événement. Mais quand il y a un événement, tu peux pas empêcher le journaliste d'en parler quand même. Bon. Et qui t'a dit que ce n'était pas normal? Jean, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Les parents d'élèves seront les premiers à se retourner contre vous. Tout à fait, mais quand les enfants vont à l'école, qui se font renverser par une voiture sur le chemin de l'école, les parents vont porter plainte contre la ville parce qu'il y a des voitures dans la ville. Mais bien sûr. Au bout d'un moment, Maître Collard, je vais vous dire, on organisait un camp avec des chiens de traîneau, avec des huskies, les gamins étaient très contents. Mais alors, bon, est-ce que les chiens sont vaccinés? Est-ce qu'ils viennent en camion? C'est insupportable. Si les chiens peuvent plus bouffer les gosses aussi, c'est vrai ça. Non mais c'est vrai, laissons les chiens. Non mais attends, mais tu imagines pas à quel point dans ce pays on est, excusez-moi d'être discourtois, emmerdé dès qu'on veut faire quelque chose, quoi. Alors toi qui es un député de la République, faut changer ça. Mais quand on sera 40, mais quand on sera 40 députés, on changera tout. Mais pour l'instant, on est obligé. 40, vous n'avez rien parce que l'UMP elle a fait grand chose, mais vous avez une trouille bleue de nous, hein. Qu'est-ce que vous êtes trouillard? Vous n'y arriverez jamais, de toute façon. Vous n'y arriverez jamais. Oui, on y arrivera. Jamais. On y arrivera. Et j'espère que tu seras là pour le voir. Jamais. Dans 5 ans. Bon allez, Jean, merci d'avoir appelé au 32-16 et à bientôt. Merci les GG, à bientôt, merci, au revoir. Merci de votre fidélité. Sébastien est avec nous. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Artisan plombier en Gironde, Sébastien. Oui, et alors vos enfants, vous les envoyez en colonie? Ben non, trop cher, beaucoup trop cher, voilà. C'est pas possible, c'est une horreur. Moi j'ai fait beaucoup de colonies, j'ai eu de la chance, j'avais des parents qui pouvaient m'envoyer en colonie, j'en ai fait plus d'une vingtaine. Attendez, trop cher, vous avez regardé les prix? Ah bah oui, mais c'est entre 600 et 900 euros la semaine. Donc selon ce que vous faites, et vous voulez les envoyer. Alors là, je crois que c'était moins cher, moi. Hein. Et ils font quoi pour ça? À l'époque, mes parents ils payaient 900 francs pour un mois de vacances. Un mois de vacances. Maintenant, la semaine, 900 euros. Ah oui. Ben oui. Alors, je le sais, j'ai fait partie des nantis. Moi, mon pauvre père a travaillé à EDF. Donc, le pauvre, on 900 était des euros à EDF, impossible. Non, c'était nettement moins cher à EDF. Non, mais 900 francs, écoutez-le. Pour un mois, 900 francs pour un mois. J'ai 40 ans, j'en avais 15 à l'époque. Donc, vous voyez un petit peu le rapport. Mais ça, c'est trop. Et je suis aussi très d'accord avec l'auditeur qui avait juste avant moi, Jean, où de toute façon, ce fameux principe de précaution, on ne fait plus rien dans la vie. Vous savez quand même, les grandes gueules, qu'à partir du jour où vous avez ouvert les yeux à la sortie, à la naissance, le risque, c'est de mourir. Hein, et on peut mourir partout. Et il y en a marre du principe de précaution. Mais Sébastien, justement, moi je voudrais savoir, attendez, Sébastien, pour 900 euros par semaine, on vous propose quoi? Là, par contre, on part une semaine en Corse ou à 900 euros. Sinon, pour des moyens entre 5 et 600 euros, vous partez à 400-500 km de chez vous, quoi, on va dire. Vous ferez peut-être une semaine de cheval ou un truc comme ça, mais enfin, vous faites pas des choses extraordinaires. Moi, avec 900 francs, à l'époque, on faisait un mois de vacances et on faisait du cheval. Oui, non, mais attendez, ne comparez pas les camps EDF avec les colonies classiques de l'époque. Ça n'a strictement rien à voir. Vous allez faire plein de choses avec à l'EDF, GDF encore. C'était bien éclairé. Et ça va coûter 3 fois rien. Simplement, vous oubliez de dire que c'est nous qui payons les 1% sur notre note tous les mois pour que les enfants de GDF aient des belles colonies. Pour vous, Claire, je fais partie des nantis. Moi, je suis désolé. Mon père est très riche maintenant. Non, on parle pas de ça. On dit simplement qu'il y a des différences. Arrête de taper toujours sur mais c'est pas vrai. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des différences énormes. Tu tapes toujours sur EDF. C'est trop facile, Claire. Parce que c'est nous qui les payons. C'est trop facile de dire ça. Comment ça, c'est trop facile? C'est pas vrai? C'est pas vrai? Il n'y a pas 1%. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Payé pour la retraite à mon père. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Non mais Claire, si t'as un problème électrique, tu seras bien content de voir débarquer EDF à n'importe quelle heure de la journée. Donc je paye le service. Et voir débarquer EDF, mais tu une blague. Tu attends 15 jours ou 3 semaines avant qu'ils arrivent. Tu entends ce qu'il dit? Tous les agents EDF qui étaient sortis, même les retraités. Oui, pendant la tempête. Il est sorti pendant 3 semaines parce que ses anciens collègues l'ont appelé en renfort. Et il a dit oui pour la France, oui pour les Français. Oui, voilà, il a raison. C'est vrai, mais t'étais pas dehors, toi, Gilbert, avant la tempête. Eux, ils étaient dehors. J'étais dehors pour compter le nombre d'employés de l'EDF qui étaient sur les poteaux. Il y en avait beaucoup. C'est dégueulasse. En plus, je vous aime bien, monsieur Colin, c'est dégueulasse de dire ça. Oui, mais il le sait, en plus. Non, mais attendez, monsieur, pour être très franc, autant, pour parler sans langue de bois,
dont les démocraties font leur cercueil. Hein. Je vous dirais que ce que vous dites à propos des employés de l'EDF qui, pendant la tempête, se sont mobilisés est vrai. Mais c'est un personnel d'exception. En revanche, quand on a un problème personnel et qu'on appelle l'EDF, il vaut mieux avoir des bougies. Oh, on parle Mais de parce que colonie, ça a changé, monsieur Collard. Malheureusement, la société l'a changé. Je vous assure, mon père, il a été un syndicaliste à EDF et assez grand. Et il a bien fait chier le monde parce que même si lui gagnait bien sa vie, il voulait que tous les autres gagnent bien sa vie. Moi, mon père, il est un peu coco, quoi, quelque part. Et mais attendez, il n'y a pas que les cocos qui veulent que tout le monde gagne bien sa vie. Sébastien. Attends, non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est son père, tu vas pas l'emmerder avec ça. Je respecte son père, mais comme si avec les cocos qui ont un château, tu vois, parce que la CGT lance dans des châteaux, comme si avec les cocos, vous voulez que tout le monde ait de l'argent. Bon, attendez, là, on est en plein délire, là. Vous interprétez bien mal les propos, tout simplement. Mais Gilbert, il saute surtout, là. Et il s'est tué toute sa vie à l'EDF. Bien sûr. Et à l'époque, il y avait une solidarité. Mais bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Le gouvernement a tout repris, le gouvernement a tout C'est tout à fait vrai. Vous savez, C'est tout à fait vrai. pour mieux régner, et ben c'est ce qui s'est passé. Le gouvernement, il a tout éclaté pour beaucoup mieux régner, pour mieux diviser les Français. À partir du moment où on est divisé, on ne peut plus rien faire. L'Europe, monsieur, les normes européennes, l'Europe. Exactement. Moi, je crache sur l'Europe, je crache sur l'Europe. On crache sur l'Europe. Bon, ben écoutez Sébastien, en tout cas, c'est une vraie grande gueule, Sébastien. Je vous envoie un t-shirt des grandes gueules, Sébastien. Et à bientôt, 32-16. Le mot de la fin, Stéphanie, une maman qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Stéphanie. De Haute-Savoie, Stéphanie, qui va envoyer ses enfants en colonie quand même? Ils y sont en ce moment. Ah, où ça? Ils sont en Ardèche. Bon, il fait beau en plus, ça. Oui, ils sont super contents. Vous avez des nouvelles? Oui, j'en ai eu très rapidement puisqu'ils n'ont pas envie de me parler, ils sont trop bien, donc ça c'est merveilleux. Ils ont quel âge? Ils ont 9 et 11 ans. Donc vous croyez encore aux colonies de vacances? Alors en fait c'est leur première colo, tout simplement. J'ai un mari surtout qui n'en a jamais fait et qui rêvait de mettre ses enfants en colo. Donc voilà, ça a été un petit peu l'élément. En revanche, l'élément qui a fait qu'on les a pas mis avant, c'est le budget. Eh oui. Là aujourd'hui, donc, ça fait partie des colonies les moins chères qu'on ait trouvées, et j'en ai pour 1 200 € au total pour une semaine. Pour les deux enfants, 1200, ah oui. Eh oui, donc c'est quand même un sacrifice, hein. Une semaine. Bah oui, c'est trop cher. C'est trop cher. N'importe quoi. Faut les démocratiser. Sans les transports, hein. En plus, sans les transports, en plus. Et puis, par contre, après, tout est compris, etc. Ils vont faire des activités sympas. Mais moi, là où je voulais en venir, c'est que, nous, on fait partie de la classe moyenne haute, je dirais. On n'a pas à se plaindre, tout va bien. Par contre, on n'a jamais droit à rien. Donc là, on n'a aucune aide. Comme d'hab. Voilà. Et aujourd'hui, nous, on a réduit de moitié nos vacances pour pouvoir payer la colonie, puisque c'est la moitié de notre budget vacances. Voilà, merci Stéphanie. C'est bien. En même temps, ils s'amusent, ils se plaisent. Voilà, il manquerait plus que ça. Salut Stéphanie, merci d'avoir appelé pour votre témoignage. À bientôt dans les grandes gueules. À tout de suite, le match de GG sur RMC. RMC, Olivier Truchot, le match des grandes gueules. Allez, c'est parti pour le match des GG. Deux équipes. Pascal est avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal est chef d'entreprise en région parisienne. Bonjour. Il va jouer avec Gilbert Collard et Jacques Maillot. Bonjour Pascal. Geneviève est avec nous. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour Olivier. Geneviève est commerciale dans les Bouches-du-Rhône. Elle va jouer avec Claire Petit et moi-même. C'est l'ami Paul Laroche, le producteur des grandes gueules, qui pose les questions. On écoute Paul. Salut les GG. Alors, on va commencer avec nos petites phrases. Oui. Alors, qui a dit, à propos des présidentielles, j'ai échoué la première fois, ça ne veut pas dire que j'échouerai la deuxième. Ségolène Royal. Non. François Bayrou, non, c'est 3 fois déjà, donc pas lui. C'est Ségolène Royal. Non. Jean-Luc Mélenchon. Non. Marine Le Pen. Il est au gouvernement aujourd'hui. Il est au gouvernement, non, c'est Montebourg. Oui. Qui donc Montebourg. Il parlait de la primaire. Exactement. Ah oui, tu n'avais pas précisé que c'était la primaire. Hein. C'est à propos Non, mais là, il parlait des primaires, mais il parlait présidentielle. Bon, on accepte. Qui a dit, vous savez, la petite phrase de Sarkozy, donc ceci n'est pas ma rentrée politique. Oui. Qui a dit, j'ai trouvé que c'était une phrase qui méritait le prix de l'humour politique. Carucci. Non. Fillon a dit Pascal. Non, c'est pas l'UMP, c'est à gauche. C'est à gauche, oui. C'est pas vraiment à gauche. Ça, c'est au centre de Bérou. Oui. Bayrou. Bérou, ça se dit aussi. Non, on dit Bayrou. On dit Bayrou. On dit Bayonne, on dit Bayrou. On dit Bayrou. Ben oui. Non mais attendez les gars, je veux dire, soyons sérieux un peu dans cette émission. Qui a dit
La gauche croit à tort que le Front National, c'est un moyen de baiser la droite. C'est pas moi qui dis ça, non? Non. Non. Oui. Un poète. C'est un poète. Tout à fait, un Attention, poète. on est en train de perdre là. Ben oui. Il faut se réveiller, Geneviève. Mais je l'ai dit, tapis. Ah ben elle a dit, Non, tapis. mais attends, je l'ai dit. Alors là, je crois que l'arbitrage. Mais non, je l'ai dit dès le départ. C'est pas parce qu'il y a le tapis que le match va être truqué. Geneviève, il faut crier plus fort. Bon, alors, c'est Geneviève. C'est Geneviève? C'est Geneviève. C'est Geneviève. Bon, d'accord, ok, donc ça fait 2. Grâce à Claire. Très bien. Dans quel pays ont eu lieu les championnats du monde de portée de femmes? C'était aux États-Unis, La Chine. La Belgique a dit Geneviève. Non. Mexique. Il faut penser un peu au nord. En Suède, en Norvège, en Copenhague, au Danemark, non, en Finlande. Oui. C'est ça alors? En Finlande. C'est en Finlande. On s'ennuie en même temps. Hein. Oui, mais il faut bien trouver des occupations. il faut bien se réchauffer. On va faire une équipe dans les grandes gueules. On prendrait Claire et puis on pourrait peut-être se présenter en Finlande. Ça c'est assez incroyable. J'ai une petite histoire incroyable là. Aux États-Unis, un très jeune garçon est maire de la petite ville touristique de Dorset dans le Minnesota. Quel âge a-t-il? 5 ans. Non. 17 ans. Non. 4 ans. Oui. Il a 4 ans. Il a 4 ans. Vous savez combien là? Parce que là on perd. Là ça fait 3-2. Ça fait 3-2 pour l'équipe de Pascal, Collard et moi. Ça va pas. Alors allons-y. Allez, une dernière pour la question. route. Oui. Une petite dernière sauf pour si la on route. égalise. Qui a dit, quand je vois ce qu'on attend de moi, que même juste une petite présence peut faire du bien, oui, je me sens plus utile. Bah, c'est Tapi qui a dit ça, non? Non. Sarkozy. Non. Fillon? Non. Je répète la phrase exacte. Oh, Quand je vois... c'est la femme à Hollande. Enfin, ça n'a pas. Valérie Trévaleur. Eh oui, et ils ont D'abord, ce n'est pas la femme. Déjà on dit pas la femme A, on dit la femme B. On dit pas la femme A, on dit la concubine du président. Et c'est comme si tu donnais un indice à Jacques. Il faut le dire. Il fallait réfléchir dans ta tête. C'est gagné, Pascal. Là, il a été très bon. C'est Pascal. C'est pas normal. Bravo Pascal. Désolé Geneviève, ça s'est joué à rien. C'est Claire qui a un peu fauté à la fin, mais bon tant pis. Pascal, vous repartez avec le pack été des grandes gueules, à savoir une serviette de plage, un t-shirt des grandes gueules, un jeu vidéo, un livre sur le Tour de France et 2 places de cinéma, Pascal. Merci beaucoup à vos grandes gueules et continuez comme ça. Eh bien, on compte sur vous tout l'été, les GG de 10h à 13h sur RMC. À suivre, Rémi Barré pour les infos. Et puis cette question, êtes-vous prêt à acheter des médicaments ailleurs que dans les pharmacies, notamment au supermarché? A tout de suite au 32-16. Oui. Quelle que soit la voiture que je conduis, la station reste la même, c'est RMC. RMC, info, talk, sport.